substances et cette énergie peuvent-elles venir? Elles viennent du Harukia Café, le Full Manga Podcast où l'on parle manga, manhwa, global manga en marge de l'actualité ou presque. Nous sommes en 2019 et je suis Osho-san en live du Kensington Café à Nancy. Et pour m'accompagner ce mois-ci, comme vous le voyez, il y a notre ami Nico, a.k.a. Atuman. Comment vas-tu aujourd'hui ? Eh bien, toujours autant d'énergie. Là, je viens de sauver 2 veuves et 3 orphelins. Je viens d'arrêter un camion en folie qui a failli s'écraser dans la ville. Donc, tout va bien. L'habitude, ouais, ça va. Quelque chose de classique. En ce jour de grève, Nancy est safe. Et voilà, un jour de grève, vous inquiétez pas, je veille sur vous. Tout va bien. Nancy, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Merci Nico, heureusement que tu es là pour nous. Et nous avons Baptiste, le Tom Selleck réincarné. Ah oui, comme d'habitude. Oui, mais c'est ça. Je compte les jours jusque Noël, ça devient très long, très difficile d'attendre. Ouais. Comme un enfant, tous les matins avec mon petit calendrier de l'Avent Kinder. C'est beau. Toujours très, très classe. Bah oui. Toujours très classe. Et C'est puis, très important. attendez, regardez, on a une surprise pour vous. On a Inès qui nous rend visite. Bonjour. Comment ça va Inès ? Eh bien ça va, du coup je peux plus assister au podcast parce que j'ai cours et qu'en master on ne choisit plus son emploi du temps parce que les 3 autres années je pouvais choisir et me libérer le jeudi mais c'est plus le cas. Mais bon, vu qu'il y a la grève, je peux être là mais ça a des biens la grève hein ? À 16h je reprends les cours, donc okay. Je ne resterai pas longtemps. C'est juste un petit coucou, ça marche. Voilà, elle reprend la caméra, regardez-moi, c'est un plan séquence, c'est fantastique. Au programme de cet épisode 30 d'Harukia, le 30e les amis. 30e. Eh oui. Nous commencerons par le pouvoir des dessins animés de Elsa Brands, un global manga, one shot chez Kana à la collection Kiko. Après on montrera. Ensuite ce sera au tour de... Attendez, mais qui est-ce qui a rendu ces mangas de cette façon ? Ce sera au tour de Urusei Yatsura, Perfect Color Edition de Rumiko Takahashi, Shonen un tome en cours chez Glénat. Et puis ce sera à Samurai 8. Oui, Samurai 8. Mais oui, mais de qui c'est ce manga inconnu ? Je dirais que c'est de Masashi Kishimoto et de Akira Okube. 2 tomes. Ouais, c'est magnifique. Ils font du super boulot. Ouais, magnifique. Donc en 2 tomes chez Kana. Puis nous partirons un peu plus loin dans les années 90 avec du Tsukasa Ojo, la mélodie de Jenny. Oui, ce sera pas City Hunter, ce sera pas Angel Art. Shonen aussi, oui, c'est classé Shonen. One shot chez Kiun. Et nous terminerons, il n'y a que des one-shots quasiment aujourd'hui, mais c'est bien, par Old West de Chaiki Maeda. C'est un premier manga, c'est un seinen, one-shot chez Omake Books, notre premier Omake Books. Hein, c'est bien, ouais, c'est bien ça. Et comme vous le savez, je vais répéter encore pendant ce podcast-là, Inès, tu peux faire un focus sur mon vilain visage. Non, calme-toi, je n'aime pas les gros plans. Les lectures en cours et les Totally Crazy sont disponibles sur notre IGTV et non plus dans le podcast audio. Ça, on vous l'avait déjà dit, donc on le répète encore. Donc vous pouvez les voir sur IGTV. Autre chose très importante, on vous avait promis, Nico surtout, le mois dernier, l'interview de Eldo Yoshimizu, l'auteur de Ryoko. Et c'est chose faite. Donc vous pouvez retrouver, si vous êtes abonné au podcast, vous l'avez déjà sûrement écouté. Autrement, vous pouvez le retrouver en version aussi vidéo sur notre YouTube Harukia, et la version audio plus longue pour les japanophiles qui aiment bien la langue japonaise. Du coup, parce que ce qu'il y a de bien, ce que j'ai fait dans la version audio, c'est que j'ai laissé à la fois l'auteur japonais, là, moi je pose la question en français, la traduction en japonais de la question, la réponse en japonais, la traduction de Miyako Slocum, qui a traduit notamment ici Samurai 8, une très grande traductrice dont on espère faire aussi un jour l'interview de son travail de traductrice. Et vous avez après, voilà, ici, ainsi de suite. Donc on a gardé, si vous voulez, le japonais à l'audio plus que dans la version vidéo. Donc n'hésitez pas à aller regarder et écouter les deux. Nico, tu voulais dire ? Oui, alors moi je voudrais remercier surtout Ocho Productions parce qu'ils sont venus à la parenthèse pour filmer pendant la dédicace de l'auteur, et il s'est même déplacé pour la présentation à l'école d'architecture. Architecture de Nancy, ouais, c'est ça. Où il y avait la rencontre, et tu as filmé et tu as fait là-dessus. Donc vraiment, je voudrais te remercier parce qu'il a fait comme tout ce boulot il l'a fait vraiment sur son temps libre, c'est sur ce qu'il a fait, et vraiment, encore une fois, merci parce que c'est vraiment un très très bon boulot et du gros boulot, parce que c'est pas juste un truc où tu filmes, tu mets et tu poses. Non, il y a tout un montage, une remise, un travail, et c'est vraiment... Et le sous-titrage. Voilà, sous-titrage. Merci, moi j'en fais aussi, je pleure, je te crois vraiment là-dessus. Voilà, donc vraiment gros boulot, et merci pour Ocho Prod, vraiment c'est un grand merci à toi. Merci Nico. Eh bien écoutez, on va passer tout de suite au débat
Dis-moi. Et nous commençons par le pouvoir des dessins animés de Elsa Brands. Depuis le temps qu'on voulait faire du Elsa Brands. Nico à chaque fois me dit il faut qu'on fasse du Elsa Brands, il faut qu'on fasse Save Me Pity. Et bien voilà, c'est chose faite, Nico, avec ce global manga sous forme un petit peu de comic strip, ça ressemble, je trouve que ça ressemble beaucoup à ça. One shot chez Kana, collection Kiko. Alors, ça va être très dur à résumer, très dur, très facile. C'est un récit autobiographique de l'auteur de Save Me Pity, qui en fait va retracer l'histoire de l'arrivée du manga via l'animation et via surtout le Club Dorothée. Et ça va être quoi ? Ça va être une suite de petites histoires que Elsa Brandt nous raconte, comment elle a eu sa première télé en noir et blanc, comment elle faisait pour regarder les dessins animés alors que ses parents étaient des adeptes de la sortie, il faut toujours s'occuper dehors, pas à la maison, la télé c'est mal, comment elle a réussi malgré tout à regarder ses dessins animés, l'arrivée du magnétoscope qui lui a sauvé la vie, tout se passait par là, comment j'aurais pu voir le dernier épisode de Juliette je t'aime autrement, voilà, merci à cette invention, le magnétoscope, et ainsi de suite, donc on va jusqu'à voilà, vous verrez bien, je ne vais pas vous spoiler la fin si je puis dire. En tout cas, ce qui est important dans ce projet, et Baptiste ne le savait pas, c'est que ça a été commandé par les Japonais, par une éditrice japonaise, qui voulait un petit peu expliquer aux Japonais, sous forme de gag, comment le manga et comment l'animation japonaise est devenue aussi populaire en France. Donc c'est en gros ce qu'elle a fait. Donc elle explique un petit peu dans une interview intéressante sur la chaîne Kana de YouTube. Elle explique un petit peu comment ça se passait avec des allitérations entre elle dessinait, il fallait que ce soit traduit en japonais, que ce soit envoyé au japonais, que ce soit validé au japonais, que ça revienne. Donc normalement ce qui est censé prendre entre 6 et 8 mois, d'après elle, a pris quasiment le double. Voilà, ça lui a pris énormément de temps à faire ça. Voilà. Baptiste, avale ton cookies et dis-nous ce que tu en as pensé. Toi en fait qui n'a pas vécu en fait ce qu'elle raconte. Comment tu as déjà entendu l'histoire plein de fois, oui, parce que voilà. la nostalgie fait qu'on entend parler tout le temps du Club voilà, Dorothée. Qu'est-ce que tu en as pensé toi ? Justement, comme tu le dis, c'est ça le problème que j'ai eu avec l'intrigue entre guillemets de ce manga, c'est que c'est une histoire que j'ai déjà entendue plein de fois par des personnes justement qui ont vécu, qui ont grandi les années 80-90, et donc du coup j'avais l'impression de lire ce que j'ai déjà entendu, et c'est toujours fait de la même manière. Vraiment. Vrai. Je suis d'accord. Là, je ne peux pas dire le contraire. Ouais. Et donc du coup, pour moi qui ne l'ai pas vécu, j'ai moins le côté nostalgique. Et donc du coup, j'ai vraiment une image formatée. Et là, du coup, ça m'a pas du tout surpris. La partie où elle commence à parler de comment elle commence à créer des mangas, par contre, là, j'ai beaucoup apprécié. Donc c'est bien la deuxième partie. Oui, c'est quasiment troisième tiers. Ouais, voilà. Ouais. Donc voilà, tout le début, j'avais l'impression d'avoir déjà vu tout ça, et ça m'a un peu gêné, ça m'a pas intéressé plus que ça, mais le fait de maintenant de savoir que c'est une œuvre commandée par le Japon, je comprends le propos de la chose, je comprends l'intérêt qu'il y a à expliquer tout ça. Moi, en tant que Français, jeune Français, qui n'a pas connu le Club Dorothée, ça m'a pas plus parlé que ça, honnêtement. D'accord. Mais c'est marrant, c'est exactement en fait la critique que j'en ferais, c'est-à-dire que alors c'est très bien que les gens comme moi ou comme Nico, 30, 40 ans, on est en plein dans cette vague de nostalgie, Hello Stranger Things, et en fait on nous met un petit peu tout à la sauce années 80-90 pour nous faire acheter. C'est vrai que de prime abord, on pourrait penser ça, sauf que je pense, Nico en parlera plus, Elsa Brandt a une vraie démarche sincère, la 275, donc pas puis ça se sent de toute façon que c'est fait sincèrement. Après, ce qui est sûr, c'est que on a l'impression chacun a l'impression de lire sa propre histoire au final, c'est ça. Sauf, et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que on sait pertinemment, et Nico le sait parce qu'il a aussi travaillé dans un magasin de jeux vidéo, il y a toujours une période, et moi je suis en plein dedans, où tu arrives vers la 3e, où tu commences à arrêter un peu. Moi maintenant peut-être, je sais pas, vous pouvez peut-être nous dire la geekitude en fait, où tu vas partir vers, tu vas écouter plus de musique, ça va être les filles, ça va être le sport, ou les garçons, enfin bref, machin, il y a d'autres choses qui vont nous tarabuster et d'autres centres d'intérêt qui vont en fait nous détourner à la fois du manga, à la fois du jeu vidéo. Et là, apparemment le phénomène est même au Japon, quand tu entends des Japonais en parler, c'est un petit peu la même chose qui se passe. Ils ont tous eu du manga jusqu'au lycée, et après c'est terminé. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est restée dedans.
Elle est restée dedans et jusqu'à maintenant, quand tu l'entends parler, c'est super marrant parce qu'elle a notre âge, près 40 ans, enfin ouais, c'est ça. Et elle parle encore un peu comme une enfant, comme si elle était encore à cette époque-là. Et Ça c'est se vrai que ressent moi, dans son trait d'ailleurs, dans la manière dont elle se représente. tout à fait, c'est ça. Et en fait, ce qui moi m'a intéressé, c'est voir comment c'était vécu un petit peu cette geekitude et l'effet que tu restes dans cette geekitude, là où tu vois tous les gens comme moi qui ont quitté un petit peu ce truc-là pour partir vers notre émancipation vers une espèce d'âge adulte, on va dire ça comme ça, ou alors on rentrait dans le moule dans lequel on essaie de nous rentrer. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé ce point-là extrêmement intéressant, d'autant plus qu'elle se représente et voilà, on n'est pas encore là, mais en Lamu, par moment où elle foutrait des coups d'électricité un petit peu à tout le monde, super pouvoir qu'elle aimerait avoir. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai trouvé ce point-là en tout cas extrêmement intéressant. D'autres points de vue, est-ce que vous avez le même ressenti, notamment par rapport au point où je dis vers la 3e à peu près, généralement au niveau de la génération, l'avantage qu'on a, j'ai envie de dire, c'est l'arrivée d'Internet, qui fait que c'est beaucoup moins marginalisé, je trouve, toutes ces cultures geeks. Et il y a eu une explosion autour de, je dirais, 2013-2014, avec tout ce qui est arrivé de Game of Thrones, The Walking Dead, les séries en fait qui ont légitimisé la culture geek auprès des la masse, 30, quarantenaires, voilà. Et donc du coup, ça fait que oui, j'ai quand même eu une période où c'était un peu moins fort, mais je suis quand même toujours resté un peu. Si c'était pas le manga, je m'y suis mis assez tard, je m'y suis mis quand je rentrais au lycée, mais le jeu vidéo, je m'y suis jamais vraiment détaché parce qu'on avait tous. C'était légitimisé de l'arrivée de YouTube aussi, les youtubeurs gaming. Il y a aussi une chose, c'est que en fait, c'est l'arrivée de la PlayStation. Avant l'arrivée de la PlayStation, les jeux vidéo c'était Mario, c'était Zelda, donc ça restait quelque chose de faussement enfantin. En tout cas, le Canadien était enfantin. Et dès qu'il y a eu la PlayStation, Microsoft après qui a suivi, on donnait une image adulte. Suite voir les publicités de la PlayStation 2 qui passaient à l'époque, ils débauchaient David Lynch pour faire des publicités. Un peu à la style Apple, tout à fait. Sega avait essayé un peu ça, je crois. L'image Nintendo c'est pour les enfants, Sega c'est pour les ados rebelles. C'était la guerre à l'époque. Et toi Inès, t'as un petit ressenti par rapport à ça ? Pour moi, je me suis mis au dessin animé japonais depuis que je suis toute petite, avec Dragon Ball Z par exemple. C'est à cause de ton frère, il me semble, non ? Non, c'était pas ça ? Je pensais. Sûrement, oui. Mais surtout, mon père, il était aussi un gros fan de Dragon Ball Z, en fait. D'accord. Encore aujourd'hui, bien sûr, il a regardé Dragon Ball. C'est cool d'avoir un père qui aime Dragon Ball. Il a regardé Dragon Ball Super. Je crois que mes enfants ils disent ça quand je suis pas là. Vas-y, écoute, excuse-moi, Inès. Et en fait, mon père et mon frère, ils achetaient les cassettes toujours. Ah oui, un mec donc t'as baigné dedans. qui passait, je sais pas, tous les mardis, quelque chose comme ça. Ouais. Donc ils regardaient tous Dragon Ball Z. Et donc moi, naturellement, je m'y suis mis. Puis après, il y avait quand même d'autres dessins animés à l'époque, comme Dorémy. Donc je suis toujours fan. Donc c'est vraiment une continuité où ça s'est jamais arrêté. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait City Hunter, du coup, Nicky Larson. Donc t'as quand même, parce que c'est très vieux, hein, c'est un des plus vieux. Avec Cat Size, c'est un des plus vieux, quoi. Il y avait toujours, dans les années 2000, il y avait toujours Nicky Larson, par exemple. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qu'on regardait en dessin animé ? Il y avait Olivier Tom. Captain Tsubasa, Il y avait Chocolat et Vania aussi. Ça c'est nouveau, ça on n'a pas eu ça, nous. Ah. Et qu'est-ce qu'il y avait encore ? En vrai, moi j'avais pas. Sailor Moon ? Je crois sur la 5 ça va demander à Nico ici ça. Moi j'avais à l'époque ce qu'il vit avec Sailor Moon. À l'époque j'avais que 4 chaînes, on avait TF1, France 2, France 3. Mais t'avais et une télé. RTL 9. Mais t'avais une télé. Oui, j'avais une télé. Non, parce que Elsa Brand, ce qui est marrant dans son truc, c'est qu'elle dit que tellement ils étaient pauvres, c'est elle qui le dit, elle n'avait pas de télé. Et à l'école, tout le monde parlait de télé, elle n'en avait pas. Et à un moment donné, elle reçoit une télé, et cette télé en noir et blanc. Une télé en noir et blanc. Je trouve ça incroyable, et ça me rappelle, j'ai quelqu'un, je vais pas citer de nom, que je connais autour de moi, pareil, qui, elle, avait une télévision, mais n'avait pas de magnétoscope. À tel point que quand il parlait dans la cour de récré, elle ne savait pas ce que c'était qu'un magnétoscope, tu vois. Donc effectivement, c'est vrai qu'on a tous tendance, on pense tous qu'on sait, maintenant, vous, c'était le lecteur DVD, on va dire, mais c'est vrai que, c'est marrant de voir ce... Moi, j'avais aussi des cassettes. Donc après c'était à l'époque, je veux dire les années 2000, tout le monde avait une télé maintenant. Enfin, bien sûr. C'était la télé cathodique Sony, la grise, je sais pas si vous voyez. Ouais, la 16/9, non, moi c'était la Sony. Et puis on avait les cassettes et tout. Puis il y avait les jeux vidéo aussi à l'époque. Après j'étais pas très jeux vidéo japonais, il me semble. C'était vraiment Xbox toujours. Ouais, mais ça c'est
C'est marrant, c'est dire. Non, mais c'est toute une génération, c'est vrai, hein, c'est pareil, j'ai des amis, des jeunes pareil qui. Enfin, j'avais comme ça. Ouais. aussi j'avais aussi la DS Ouais. que j'ai reçue Tout le monde a eu la DS, c'est normal. à 7 ans par exemple. Ouais. Et du coup, finalement, je me suis mis plus dans la culture japonaise avec les animés et mangas au collège en fait, en 2011 je crois. D'accord. C'était vraiment, je regardais plein d'animés à cette époque et après à partir du lycée où j'ai commencé à avoir de l'argent, j'ai commencé à acheter des mangas. Donc j'ai acheté par exemple Bunny Poon Poon. Ok, 15 ans, 16 ans, Bonnie Poun Poun. Ok, d'accord. Ouais, bah, j'étais... Après, vous comprenez pourquoi, vous vous souvenez, c'est pas si loin, les titres qu'elle nous proposait régulièrement. Et donc au lycée, je D'accord. me suis mis au manga, tout de suite les mangas un peu underground, si on veut, Ouais. vraiment. One Piece, ouais, bien pas. sûr. Ouais, Bah, toi, t'étais un gros fan. ouais, bah One Piece aussi. Non, mais moi j'ai pas suivi, mais je sais que l'arrivée de One Piece à la télé, le fait que ce soit une œuvre qui soit toujours pas finie aujourd'hui, ça a fidélisé un public et qui a fait s'ouvrir au manga justement pas mal de jeunes de notre génération, je trouve. Ouais, tout à fait. Moi, je crois que mon premier animé, c'était Black Butler, qui était sur D17. Oh, vache. Ouais, c'était Black Butler. Et du coup, je pense que finalement, je vais quand même continuer à... J'ai pas eu de période creuse en fait finalement. Ouais, c'est pour ça que je voulais manga, c'est ça, d'animé. C'est bien ce que je pensais, Je d'accord. pense que c'est comme aussi les jeux vidéo, je pense que j'y jouerai toute ma vie. Peut-être les mangas, je vais peut-être... ça pourrait être un peu s'abaisser, mais je pense que non, finalement je pense pas. Et les jeux vidéo, je pense que ce sera toujours dans la continuité par exemple. Donc voilà. D'accord. Bon bah Nico, qu'est-ce que tu peux dire sur le... repartons un petit peu en arrière, parle-nous de Elsa Brandt un petit peu, vas-y. Alors déjà, moi je lui fais une déclaration d'amour parce que je l'aime, j'adore. Elle est mariée. Oui, et Guillaume aussi, je l'adore. Elsa, mais je l'aime du fond du cœur parce que j'ai eu la chance de la rencontrer avec Guillaume. D'ailleurs, la petite anecdote, c'était j'avais fait venir Guillaume en dédicace, Guillaume Lapère, pour City Hall. Et il me contacte en me disant écoute, est-ce que je pourrais venir avec ma femme, parce qu'elle est aussi auteure illustratrice, dessinatrice, coloriste, et elle a fait des dessins dans un artbook spécial sur le Japon et autres. Et je me dis bah écoute, bien sûr, avec grand plaisir, qu'elle vienne avec, ça me ferait plaisir. Et j'ai eu la chance de les avoir tous les deux. J'ai passé un des moments les plus extraordinaires avec des auteurs, c'était avec les deux. Ils sont tellement gentils, ils sont mignons, mais c'est vraiment incroyable. Et donc le petit truc, c'est que il y a beaucoup de sincérité. Je dis pas que les autres ne sont pas sincères, mais de sincérité par rapport à sa vie qu'elle met dans les bouquins. Du point de vue où Elsa, elle adore, par exemple, Rumiko Takahashi, elle adore Olympe et la petite Olympe et les dieux. C'est des bouquins qui ont des œuvres, des animés qui l'ont tellement marqué qu'aujourd'hui, c'est un truc, elle te chante le générique intégralement comme ça, parce que ça lui vient de la petite Olympe et les dieux. Elle te raconte, te sort des petites phrases de trucs, mais c'est amour de rire. Elle a une joie dans son dessin, dans sa manière de faire. Donc c'est pour ça que Elsa et Guillaume, mais je les aime vraiment de tout mon cœur. Et si je peux leur faire de la publicité à en crever, je le ferai, parce que vraiment ce sont des personnes, je dis pas que les autres n'en sont pas, parce que Renaud Lemaire, je l'ai appris à le connaître, il est adorable, il est vraiment extra. J'ai passé parmi les meilleures soirées que j'ai pu faire, c'est avec lui, donc c'est vraiment, il était incroyable. Etc. Donc j'ai rencontré beaucoup, mais j'admets que Elsa et Guillaume, il y a ce petit quelque chose qui est vraiment touchant auprès d'eux, et ils le méritent. Et quand j'ai lu le manga par les pouvoirs du dessin animé, moi je me suis revu quand j'étais gamin. Je me suis revu avec mon frère en train de regarder les dessins animés, en train de me dire dans les années 80 qu'est-ce que c'est que ça, sans savoir que c'était des dessins animés japonais, parce qu'on ne le savait pas. Moi, parmi mes premiers souvenirs d'enfant, c'était des cassettes vidéo qu'on allait chercher avec ma mère dans des vidéoclubs où on les regardait parce qu'effectivement on avait un magnétoscope, on avait pu voir, et pourtant on était d'une famille extrêmement pauvre, mais on avait de la chance que ma mère était infirmière et élève infirmière, et donc elle a pu avoir des aides, et des gens lui avaient donné un magnétoscope avec une télé. Et donc ça a été, la télé, ça a été ma nounou pendant toute ma jeunesse. Avec mon frère, c'était notre nounou. C'est pour ça que Club Dorothée, Dorothée, c'était ma nounou. Il n'y a pas 36 solutions. Toi aussi. Et donc forcément, en lisant ça, je me suis retrouvé dedans. Je me suis retrouvé quand j'étais tout gamin, quand j'ai découvert justement les dessins animés, quand je me suis retrouvé à aimer cet univers qui s'ouvre à moi sans savoir vraiment ce que c'était. Et moi, j'ai été élevé à Goldorak, Albator, le merveilleux Cité d'Or, les mystérieuses portes Cité d'Or, US31 et compagnie. Et quand on dit, c'est des choses que j'avais adorées quand j'étais gamin. Et après, quand c'est arrivé pour TF1 par Club Dorothée avec
Dragon Ball et tout ça. Mais j'en ai pleuré de joie en voyant ces nouveaux dessins animés. Je ne savais pas ce que c'était, mais je trouvais ça tellement extraordinaire. Et aujourd'hui, je dis, si je suis derrière mon comptoir à vendre des livres, c'est grâce au Club Dorothée, à Dragon Ball et Chevaliers Zodiac, majoritairement, même si tous les autres sont dans mon cœur. Ce sont ces deux séries-là qui ont fait que je suis là. Et Elsa, ce qui est génial, c'est que on fait partie de cette génération où on est resté dedans sans jamais en sortir. Ça a été notre plaisir, notre comment je pourrais dire ça, charbon qui nous permet d'avancer, donc on met dans notre chaudière, qui fait que on brûle de désir pour ces mangas qui nous poussent à continuer et à faire découvrir de nouvelles choses. Et en plus, ce qui était très drôle, c'est que quand j'ai rencontré Elsa, on parlait de BD et je lui disais ouais, il y a des BD que j'avais adoré, c'est comme me disait qu'elle allait travailler sur de la BD comme ça. Je lui disais ouais, les parmi derniers que j'avais lu, c'était Magon, c'était machin. Et elle me fait mais tu sais que c'est moi la colo qui a fait les trucs là. Je lui dis non, c'est une blague. Elle avait travaillé sur les BD que j'avais adoré et c'était elle qui les colorisait. Et je trouvais que la couleur était tellement voilà, elle apportait quelque chose. Elle avait une marque qui donnait cette marque de fabrique à ces BD que je trouvais extraordinaire. Et c'est elle qui les faisait. Mais je me suis dit, mais c'est génial, mais c'est grandiose. Donc j'étais fait pour les rencontrer et pour les aimer parce qu'ils font des œuvres incroyables. Et c'est vrai que par le pouvoir des dessins animés, ce qui est génial, c'est que tu la vois grandir. C'est comme on passe d'une petite fille qui découvre des trucs à quand elle avance et que ça lui apprend des choses. Et aujourd'hui, il y a énormément de choses qu'elle se sert, qu'elle a, qui lui est venu des mangas, qui lui ont permis d'avancer sur beaucoup de choses dans la vie de tous les jours. Et c'est ça qui est génial. Et d'ailleurs, il y a plein de petits clins d'œil dans ce livre qui sont des private jokes, mais des private jokes pour ses amis et les gens qui les connaissent. C'est ça qui est génial. C'est que vous ne pouvez pas le voir tout de suite parce que des trucs que vous ne connaissez pas. Mais à un moment, il y a une file d'attente. À un moment, il y a, pour Same Pity, elle est là en train de faire des dédicaces. Et dans la file d'attente, il y a un personnage qui a fait un costume de cosplay du manga de son mari, Guillaume Lapère, et donc pour City Hall, et on le voit dedans. Elle l'a fait. Et donc, si tu ne sais pas qui est ce personnage, tu te dis qu'est-ce que c'est que ça et pourquoi il y a. Et c'est ça qui est génial. Donc, il y a plein de petits clins d'œil sur plein de petits trucs, et c'est extra. Et en même temps, elle te montre aussi l'univers aussi bien des dessins animés que l'univers éditorial. Et ça, c'était hyper intéressant. En France, parce que encore avec soit les idées reçues des éditeurs, de la manière de faire, parce que quand Elsa a sorti son manga, elle sortait dans un sens français, franco-belge. Ce que je trouvais un peu dommage, parce que déjà qu'il y avait Renaud Lemaire qui l'avait fait dans un autre sens, Guillaume qui était chez Ankama à l'époque qui travaillait déjà dessus. Et d'ailleurs, petite anecdote, parce que là, elle nous a remercié toute l'équipe d'Atom Manga, de parenthèse, pour ça, donc c'est pour ça que je peux en parler. Un jour, quand elle était venue en dédicace, on lui a parlé en disant mais si un jour tu as un truc, tu sais qu'il y a des auteurs, des éditeurs, on connaît bien, nous on aimerait bien que tu travailles pour eux. Et parce que t'es génial, tu fais un travail incroyable. Et ce qu'elle me disait, ouais, j'ai un projet, elle m'a montré en avant-première des petits trucs de son projet, je me suis dit putain, mais c'est génial, ce que tu fais, c'est génial. Et donc nous, on l'a poussé à aller chez Kana, on a contacté Kana, on leur a dit écoute, il y a une auteure, elle est extraordinaire, il faut que tu la vois, il faut que tu discutes avec elle, il faut que tu la rencontres. Et ils ont rencontré Elsa, ils l'ont vue et ils l'ont embauchée. Et elle a travaillé la sortie de Same Pity et tout ça. Et nous, mais on était tellement fiers, même si ce n'est pas nous qui l'avons fait en s'embaucher, c'est elle-même par ses propres talents. Mais si nous, on a pu avoir une petite pierre à l'édifice pour dire, nous, on était là pour faire bloc derrière elle, pour dire, elle est incroyable, on est libraire, on connaît le métier, on sait ce qu'il y a, donc allez-y, vous ne risquez rien, et bien ça l'a fait. Et en plus, l'éditeur l'a tellement aimé qu'ils ont même fait ils ont fabriqué un temple pour Same Pity, donc elle faisait des dédicaces derrière un temple avec un truc, elle était habillée en Pity et compagnie, mais c'est génial. Mais c'est pour ça que Guillaume comme Elsa sont vraiment incroyables. Et cette œuvre, moi, elle m'a beaucoup touché parce que je me suis retrouvé dedans. Je ne savais pas moi-même que c'était une œuvre qui était commandée par le Japon pour montrer. Moi, je l'ai vraiment vue comme comment expliquer aux gens comment nous, on l'a vécu, comment nous, on a aimé le manga et comment on en est arrivé à l'aimer toujours autant aujourd'hui avec ça et tout ce que ça a appliqué derrière. Aussi bien pour des gens. Moi, je l'ai aussi vu par le côté où je suis libraire. Donc, je le vois quand je dois vendre des livres, quand je dois travailler avec des auteurs français, japonais, etc. Comment on travaille avec tout ce que ça implique derrière. Nous, on est au courant de certaines choses. Donc, forcément, quand tu le vois dedans et tu apprends d'autres trucs, tu vois ce qu'il y a. C'est exactement ça. Et c'est ça qui est fort. Les gens ignorent souvent ce qui se passe derrière l'envers du décor. Et là-dedans, on apprend
en s'amusant et en côté un peu détaché, ludique et autres, ce qui se passe. Et des fois même des choses dures, elle le montre avec humour, mais c'est toujours des choses dures. Tous ces refus, ce qu'elle a galéré pour avoir fait, sa jeunesse pauvre sur différents trucs, et tous ces petits détails, et c'est ça qui est génial. Donc c'est pour ça que cette œuvre, moi je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ok. Pour parler un peu plus de l'œuvre en soi, c'est quand même pas mal de temps qu'on passe, parce qu'en fait on a parlé, c'était intéressant. Ça montre qu'en fait quelque part le but est atteint de cette œuvre là, c'est de nous faire parler chacun un petit peu de notre vécu et comment on a grandi dans le manga et l'animation, comment est-ce qu'on a découvert et comment est-ce qu'on a grandi dedans. Moi il y a une petite chose qui me dérange, qui pourrait conforter un petit peu les gens qui pensent que les gens qui sont dans le manga et qui sont dans le jeu vidéo sont un peu des no-life, tu vois. Parce qu'il y a cette scène, c'est pas que ça, mais il y a plein de scènes en fait dans ce manga où en fait quand elle est jeune, quand elle est au collège, lycée, je vais la citer, donc elle dit: pendant toute ma scolarité, j'étais le souffre-douleur des autres enfants. Brance la moche, Brance elle ne sait pas parler, et à un moment donné elle se retourne et elle fait avec son doigt comme ce que fait Lamu, et comme si elle allait donner un coup d'électricité aux jeunes qui sont en train de se moquer d'elle. Et après elle part en disant: un jour j'y arriverai. Et on a en fait cette image. Ça conforte un peu les gens qui pensent que les lecteurs de manga et ceux qui sont geeks de façon plus large sont en fait un peu des no-life qui sont enfermés dans leur monde imaginaire et qui au final sont soit complètement déconnectés de la réalité, soit pas du tout en phase. Ça c'est un petit peu une chose qui me dérange un peu dans... Ah, peut-être qu'elle a vécu ça, il y en a beaucoup qui ont vécu ça. Je pense, des fois je suis chez Nico, j'en vois pas mal, effectivement. Ils ont l'air de pouvoir rentrer dans ce moule-là, en tout cas. Puis quand tu vas à la Japan Expo, mon fils d'ailleurs a eu cette même réflexion, il me dit: mais c'est que des no-life là-dedans. Je dis: mais non, faut pas dire ça, faut pas voir ça comme ça. Mais c'est vrai, il y a quelque part cette espèce de ressenti de culture refuge, en fait. Moi, c'est ce qui me dérange. Alors, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, je vais venir sur une autre vision. Moi, j'ai été harcelé quand j'étais gamin, j'ai été le souffre-douleur, j'ai vécu beaucoup de choses. Jusqu'au jour où j'en ai eu marre, où j'en ai collé dans la tronche du mec d'en face, et d'un coup, ça s'est un peu calmé. Enfin, ça a calmé, non, parce que j'ai passé presque toute ma scolarité à me battre. Donc ne vous battez pas, allez voir des gens, parlez-en autour de vous, faites vraiment, si vous faites harceler, vraiment laissez. Parce que moi j'ai vraiment vécu des choses dures et même en me fritant tous les jours contre les mecs, ça résout rien. Au contraire, ça amène d'autres problèmes à l'extérieur que vous avez avec ça à l'intérieur. Bref, mais moi j'ai vécu la même chose, qu'il y a des moments où j'avais limite envie de sortir un Kamehameha ou un Hadoken ou un Shoryuken ou des techniques comme ça sur les mecs parce que j'en avais marre. Et oui, c'est nos références parce que c'est des trucs sur quoi on voit des pouvoirs qu'on a envie d'avoir pour pouvoir les griller. Je comprends cette façon de penser parce que moi c'est des trucs que j'ai vraiment vécu. Donc je peux comprendre. Après, la seule chose que je raconte et que je rappelle souvent, même avec humour aujourd'hui, mais nous, les années 80, on a servi de serpillière à tous les jeunes qui sont aujourd'hui qui disent aimer le manga. Je vous rappelle juste que quand nous, on était gamins, on nous sortait qu'on était trisomique parce qu'on lisait du manga, qu'on allait finir sous un pont, célibataire, sans travail, sans enfants. Ah, no life, quoi. Voilà, mais même pas qu'on n'aurait pas de vie, c'est même pas qu'on serait pas de vie en tant que no life, mais qu'on n'aurait pas de vie parce qu'on était des merdes et qu'on vivrait sous un pont et qu'on n'avait rien du tout et qu'on finirait pauvre et compagnie, tout ce qu'on peut imaginer. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire à ces gens-là, voilà, moi aujourd'hui, je suis là, je suis derrière mon comptoir, je vis bien, j'ai une vie, je suis marié, j'ai une maison, voilà, et je continue et je fais découvrir ça aux gens. Mais il y en a combien des comme toi? Oui, mais justement, à quoi je veux dire ça? Parce que moi, à travers ce que je vois, c'est que moi, j'ai réussi par rapport à ça. Certes, c'est une vision, mais c'est pas la vision que je voulais vous expliquer. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, qui je vois rentrer en magasin? Des jeunes, tous les jeunes qui sont fans, mais je vois aussi leurs parents. La majorité de ces parents, ce sont des gens qui avaient mon âge et qui sont fans de manga aujourd'hui et qui justement ont tellement aimé les mangas quand c'est gamins qu'ils ont eu ça comme information et qu'aujourd'hui ils ont une famille, se payent des trucs, ils se font plaisir et ils disent à leurs enfants: achète un manga, fais-toi plaisir, prends, et ils le lisent ensemble. Même des fois les parents lisent les mangas de leurs gamins. Et c'est ça qui est génial. C'est pour ça que tu parlais tout à l'heure, Inès, de ton père qui adorait DBZ et qui aurait dû regarder. Et je trouve ça génial. Et ça c'est moi, si j'avais un enfant, ce qui n'arrivera jamais, mais si j'avais un enfant, je regarderais des mangas avec lui. Et je regarde. Moi, combien de parents me disent: j'ai montré Goldorak, Albator à mes enfants. Donc ma gamine, elle est là et on a regardé. J'ai mes amis qui, maintenant, le gamin, quand c'est en grand, il prend des bouquins dans la collection, il lui montre, maintenant, il considère plein de mangas. Et c'est génial. Et ça sert. C'est tous les no-life qu'on pouvait dire qui restaient geeks et compagnie.
qu'on peut avoir. Et je reviens juste sur une dernière chose pour Baptiste. Non, c'est pas la pop culture grâce à ce que tu disais sur certains trucs, à quel moment ça a commencé à naître la PlayStation. Parce que vraiment, si vous voulez savoir ce que les gens se disaient geek, non, ce que tu as rebondi avec la PlayStation, c'était de dire que ce qui a dit que les gens étaient des geeks, aux gens que j'avais envie de mettre des tartes parce que j'entends ça geek, j'ai envie de dire non, t'es pas geek, t'es juste débile avec ton téléphone portable. C'est les gens qui jouent à Candy Crush et qui disent ah non, mais moi je suis un gros geek, je joue à Candy Crush. Parce que être geek était devenu une voilà. mode. Mais ça me saoulait d'entendre Bien ça. sûr. Être geek n'était pas ça. En plus, geek, c'était, pour certains, c'était péjoratif. Et aujourd'hui, ça rentre dans le côté, c'est pas forcément péjoratif. C'est comme les otaku. Aujourd'hui, les gens disent, moi, je suis un gros otak. Ouais, à une époque, tu disais, un otaku, c'était le mec à lunettes qui est boutonneux, qui vivait chez lui enfermé, regarder des mangas et on sait pas ce qu'il faisait dans sa chambre avec des paquets de mouchoirs. Donc voilà, donc des trucs comme ça. Et non, c'est pour ça que, certes, ça a changé de connotation, mais il faut voir comment on en est arrivé à changer là-dessus. Et Elsa, par rapport à ça, je trouve justement que c'était juste de montrer que c'était les références qu'on avait. Oui, c'était les références qu'on avait et on s'en servait pour se dire qu'on aimerait bien se venger. Si j'aurais pu, moi, terrasser avec un fan flash certains mecs, je l'aurais quand même fait. C'est un peu pathétique quand même. Tu sais qu'un jour... Non, moi, quand j'étais gamin, je regardais les tonnerres mécaniques, j'étais content, je prenais mon BMX et je me prenais pour tonnerre mécanique, je mettais mon casque comme ça. Qui a fait un flop, je suis dégoûté. Elle était vachement bien. Mais j'avais 10 ans, 11 ans, tu vois. Ouais. Mais quand t'arrives, que t'as 15 ans, et puis que tu penses encore que... Oui, moi je l'ai pensé encore... Non, mais tu plaisantes, j'ai encore pensé encore longtemps, moi, après ça, et forcément. Mais c'est encore autrement. Parce que là, c'est par rapport au souffre-douleur, par rapport à beaucoup de choses. Je comprends bien ça, je comprends bien. Voilà, moi, j'ai vécu tout mon collège et une bonne partie de mon lycée en souffre-douleur, jusqu'au moment où là, j'ai commencé vraiment à péter plus de gueule que de gens qui venaient m'emmerder. Et là, ça a commencé à se calmer. Mais effectivement, c'est pour ça que je peux comprendre. Et au contraire, c'est le côté, ce qu'on peut imaginer quand on est seul et qu'on se rattache qu'à une seule chose qu'on aime, c'est nos héros qui peuvent nous aider avec des pouvoirs qui peuvent si on a ces pouvoirs, ce qu'on pourrait en faire. Et aujourd'hui, qui, même à 40 berges, je suis désolé, voit des super-héros qui disent qu'ils pourraient s'envoler, faire des trucs à Superman, qui n'a pas quand même pensé ça? Et là, je peux te dire qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait. Et si on te dit que c'est non, j'ai envie de dire que soit c'est le plus gros des mythos, soit c'est le plus gros faux cul qui existe. Parce qu'on a tous pensé à un moment, si on a des pouvoirs, comment on s'en servirait si on les avait. Il y a un moment de sa vie, bien sûr, je comprends bien. Même quand t'es plus grand, mon ami. Ouais. D'accord, c'était un grand débat en fait. C'est la première fois qu'on parle mais c'est ça, c'est la première fois qu'on parle plus autour du manga que du manga en lui-même. Mais qui reste, moi je trouve, qui reste malgré tout intéressant avec les petits bémols que j'ai pu relever, en tout cas de ma part. On parle même pas du dessin. Après, si vous aimez Saving Pity, vous aimerez ça. C'est dans la même veine. Mais une belle maîtrise. Parce que c'est un dessin simple, assez léger, mais en fait, il y a toujours quelque chose d'intéressant derrière. C'est pas parce que c'est pas un dessin, la One Piece et d'aider un truc ou ce qu'on peut avoir avec des Urusei Yatsura. Non, c'est beau, c'est bien fait, c'est simple, mais ça donne ce que ça donne. Et les expressions, tout ce qu'on a à voir, c'est un peu vraiment, on revient dans l'esprit de Rumiko Takahashi avec des lamus, avec des ramas demi. C'est le même style de dessin que vous pouvez avoir. Vous avez aimé ça? Vous aimerez ce style-là. Merci pour la transition. Donc c'était par le pouvoir des dessins animés de Elsa Brands chez Kanakiko et on enchaîne justement avec Urusei Yatsura, connu chez nous selon de Lamu, dans sa collection Perfect Color Edition, donc un manga de Rumiko Takahashi justement, le manga préféré de Elsa Brands. Après, c'est parce que ce qu'elle a pu, je l'ai vu en interview dire ça. C'est un shonen, un tome en cours chez Glénat, il y en aura 2. Hein. Donc, c'est pas là. Attention, avant de raconter l'histoire, j'explique. La Perfect Color Edition, ce sont des histoires que Rumiko Takahashi a choisies dans l'œuvre originale et qui a recolorisé en 2 couleurs, en rouge et en marron. Moi je trouve ça magnifique, après c'est question de goût. Après dedans on trouve quand même des passages en noir et blanc, mais la majorité quand même en couleur. On dira après qui ça se destine, hein. Mais en tout cas voilà, Lamu à la base ça date de 78 quand même. Ça a commencé, je pensais que c'était plus vieux que ça. Ça a commencé en 78 et ça raconte quoi en fait Lamu? Ça raconte ça. La Terre est un jour envahie par des extraterrestres, les Oni, qui décident d'organiser un match entre un terrien et leur princesse à eux, pour décider du destin de la planète. La princesse, ce sera Lamu, la fille du roi, et le terrien, ce sera Ataru Moroboshi, un lycéen qui est obsédé, loser et malchanceux. C'est sûrement le plus malchanceux de tout le Japon. Et donc, ils vont devoir s'affronter. Et le gagnant, décidera en fait du sort de la planète Terre. Est-ce que, si le terrien gagne, la Terre sera sauvée. Et puis,
ça sera bien. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il bat contre toute attente, alors que c'est un grand loser, il va gagner. Et comment il va gagner? C'est ça je me souviens encore, en touchant les cornes de la mue. C'est en arrachant d'abord le soutien-gorge et elle se cache les seins et lui, en fait, il arrive, il lui attrape les cornes. Oui, je me souvenais plus, t'as raison. Oui, ça y est, l'image me revient. Tu vois, voilà, l'image me revient. Voilà, merci Rumiko Takahashi. Et donc, voilà, donc c'est les terrains qui gagnent. Mais en fait, ce qu'elle va comprendre, la mue, elle, c'est qu'en fait, elle est promise maintenant à Ataru. Et donc, elle va pas arrêter de le coller. Et en fait, l'histoire de la mue commence comme ça. Ce que je vous ai dit, c'est dans les premières pages. Après, on part vraiment sur une suite de gags. En fait, la mue, c'est ça. C'est un peu la relation de Ryo City Hunter avec son nom français qui vient. Comment elle s'appelle? C'est qui lui met le coup de marteau en japonais? Kaori. Voilà, Kaori, pardon. C'est un peu cette relation. Alias Laura, pour ceux qui ne connaissent que sous Laura. Oui, c'était Laura, malheureusement. Je plaide coupable, pour moi c'était Laura. Et on a un peu cette relation entre Ataru et elle, où en fait, elle, parce que Ataru veut toujours aller voir ailleurs, tout va aller nonana, elle va toujours arriver derrière, lui mettre des petits coups de jus, parce que son pouvoir c'est de mettre des coups d'électricité, notamment. Pour ceux qui aiment bien un peu le japonais, parce que je me suis dit, j'ai pas une grande connaissance du japonais, mais je me dis Urusei, ça me faisait penser à Urusei. Urusei, ça veut dire bruyant. Et je me dis, mais c'est ça. Et en fait, j'ai regardé, effectivement, c'est un jeu de mots entre Urusei qui veut dire bruyant, et en fait, ils ont enlevé le i qui est à la fin, le sai qui est à la fin, et l'ont changé par sei. Sei qui veut dire l'étoile, les étoiles. Donc c'est les étoiles brillantes, si vous voulez, et Yatsura, ça veut dire les gars. Donc en fait, il y en a qui traduisent par oh les gars de l'étoile brillante ou un truc comme ça. Donc en fait, c'est un peu ça raconte un peu l'histoire de ces envahisseurs qui viennent, et en fait après envahisseurs bruyants, on va dire, et ça se transforme plus ou moins en une espèce de suite de gags en fait, et de blagues. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, donc série prépubliée dans le Weekly Shonen Sunday entre 78 et 87. Je vous ai parlé d'édition. Je vais terminer là-dessus. C'est un recueil de 17 histoires autour des personnages bien connus de Lamu, pour ceux qui ont déjà lu. Donc Ataru, je vous l'ai dit, surnommé Darling, parce que Lamu l'appelle toujours Darling. Shinobu, son ami d'école aussi, qu'il convoite. Il convoite toutes les filles de toute façon. Sakura. Espèce de dieu en tout cas, et son oncle qui est un bonze qu'on appelle Cherry, qui fait du surf, Voilà, donc on a 17 histoires avec ces personnages que vous connaissez si vous avez lu Lamu, et que vous découvrirez si vous ne connaissez pas Lamu. Qui veut commencer? Nico, si on le part. Bon, Nico, t'as le droit à 5 minutes pour commencer, vas-y. Je vais être un gros hater. Déjà, donc pour l'homme, parce que c'est le vrai nom de Lamu, c'est l'homme, pour ceux qui ne le savent pas, comme ça vous le saurez en même temps. Alors, moi, j'adore l'homme. Je suis un grand fan de Urusei Yatsura. J'adore ça. La version Bunko, je les ai tous. J'adore ça. J'aime vraiment cette œuvre. Mais, je rappelle une petite chose. La version de DBZ qui est sortie s'appelle la Perfect Edition. Donc c'était la version Perfect Edition, donc on avait la version des mangas, la version Perfect Edition. Quand elle est sortie Urusei Yatsura, donc nous ce qu'on a vraiment cru au début, c'était la Perfect Edition de Urusei Yatsura en version colorisée, parce qu'effectivement il y avait déjà des pages dans DBZ qui étaient colorisées, parce qu'on savait qu'ils pouvaient coloriser, donc on n'était pas étonné. Et là quand on découvre que c'est 17 chapitres pour 17 histoires, c'est quoi ? En fait, vous sortez pas une Perfect Edition, c'est juste une anthologie color édition. C'est pas une Perfect Edition, c'est une anthologie. C'est un choix de l'auteur. Donc Perfect Edition, moi je suis désolé, mais non, pas du tout. Et en plus, moi j'ai plein de clients qui ne l'ont jamais acheté, ce qui sont pour eux, c'est ah oui, mais non, si c'est que des anthologies, ça ne nous intéresse pas. Ça aurait été la version en grand format de l'homme de ce qu'on avait. Je sais qu'il y a plein de clients qui le voulaient, donc je suis dégoûté. Après, on retrouve les dessins de l'époque, on retrouve l'ambiance de l'époque, mais ce qui m'énerve, c'est qu'on retrouve des morceaux d'histoire. Ce ne sont pas les histoires complètes. Donc des fois, on commence au plein milieu d'une histoire où il n'y aura pas la fin et où il n'y aura pas de... Enfin, comment dire ça? C'est pas tout à fait ça. Et le pire, c'est qu'à la fin, dans les bonus, il t'explique ce qui se passe en gros avant et après. Je trouve ça... Enfin, c'est reportez-vous NB, reportez-vous à telle page à la fin pour comprendre ce qui s'est passé avant après. Franchement, c'est... Voilà, donc en gros, c'est... J'espère que tu as bien pris la version Bunko, comme ça tu pourras la regarder, comme ça tu pourras comprendre ce qui se passe.
mais merde, je suis désolé, non. L'anthologie qui était sortie chez Kana avec sur Astro Boy était extraordinaire. Là encore, on te dirait ça serait l'anthologie sélectionnée. Bon, bah voilà, c'est là-dessus. Mais j'ai l'impression vraiment, tu sais, c'est vraiment dire, allez, elle a gagné le prix Angoulême, vas-y, on va le donner, comme ça va se vendre. Non, non et non. Parce que quand nous, on va nous demander, on dit, bah oui, bah t'as l'histoire pas finie, et si t'as pas acheté la Banco, bah tu sauras pas le début et tu n'auras pas la fin. Donc fuck. C'est comme si on te prenait DBZ, juste les parties où ça a été colorisé, on te les mettait dans un livre, regarde, c'est l'anthologie avec tous les morceaux qui étaient colorisés. Allez, maintenant si tu veux savoir de quoi ça parle, va acheter les bouquins. Vas-y, va chercher bonheur. Non, vraiment, ça a été une déception. Pourtant, j'adore Rumiko Takahashi, j'adore l'homme, mais là, sur le coup, c'est une vraie déception. Je suis dégoûté. Baptiste, dis quelque chose. Ah non, moi j'ai rien à dire parce que, comme Nicolas dit, moi à la base, quand j'avais lu les news, quand je voyais les news qui passaient sur mon fil Twitter ou Facebook, je voyais réédition colorisée de l'homme. Je me disais, super, je vais enfin pouvoir lire le manga en son intégralité, chose que je n'ai jamais fait. J'ai regardé quelques épisodes de l'animé quand j'étais petit, je sais plus où ça passait ou si j'avais vu ça en VHS. T'as vu le film de Oshi peut-être aussi, Mamoru Oshii? Non, Non, t'as pas vu? C'est tellement vieux dans ma mémoire, je saurais pas dire quel épisode j'ai vu, ni si c'était un OAV ou quoi que ce soit. Et donc du coup, je tombe sur ça. Je suis peut-être pas autant déçu que Nico parce que je pars de zéro dans le manga, dans ce manga-là, donc du coup, j'ai quand même souri, j'ai quand même apprécié les histoires et visuellement, les colorisations sont à tomber par terre. Ah, on est d'accord. Ça, par contre, je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est génial. Ouais, il y a un travail sur la couleur, que ce soit celles qui sont en variante de rouge ou certaines qui sont un peu plus en aquarelle, plus au milieu du tome, dans certains chapitres. Certains chapitres en particulier, vraiment, visuellement, j'ai pris une claque. Donc, il y a le côté déception de ne pas avoir ce à quoi je m'attendais et au final de sûrement jamais l'avoir. Je sais pas si encore actuellement les tomes de l'homme sont plutôt faciles d'accès. Ouais. Alors, ils viennent juste de rééditer parce que pendant longtemps, il y avait des numéros qui étaient en rupture et donc forcément, moi j'ai plein de clients qui ont essayé de les avoir, c'était une catastrophe mais ils ont ressorti. Et en plus, le pire, c'est que pour la Japan, à un moment, ils ont ressorti, réédité pour la Japan certains numéros qu'on n'avait même pas nous et on pouvait même pas les commander en magasin. Et donc c'est pour ça que Glénat, genre, je sais que, voilà, bon bah désolé, je vais mettre quelqu'un de tête à dos, mais Jacques Glénat ou tous les trucs de Glénat, ceux qui sont dans les hautes sphères là, ils sont dans une tour d'ivoire, ils n'en descendent pas, ils ne vont pas voir les libraires, ils ne vont pas voir leur public, ils ne voient pas ce à quoi les gens demandent ou s'attendent. Et des fois, ils nous sortent des trucs, on va dire, mais attendez, avant de sortir ça, mais réfléchissez sur 2-3 trucs. Tous les éditeurs aujourd'hui viennent demander, pas conseil, parce qu'on n'est pas les plus beaux, les plus forts, les plus intelligents, mais nous, on a vraiment un rapport avec les gens et avec tous les autres éditeurs, on sait des choses. Donc, et quand on voit ça, on aurait pu leur dire, mais faites attention à ce que vous mettez dessus. Mais voilà, quoi, je suis désolé, mais non, mais Glénat, je sais pas ce qu'ils font, mais ça devient de pire en pire sur des choses, mais c'est incroyable. Et ça, pour moi, malheureusement, non. C'est vraiment dommage. Et je sens que ça va pas se vendre, et je sens que ça va disparaître sur plein de trucs, et ça va être c'est con parce que ça mériterait tellement d'être mis en avant d'une autre manière. Ça aurait été présenté autrement, ça aurait été fait autrement, on aurait pu le mettre nous en avant autrement, on aurait pu travailler ça autrement et ça aurait été peut-être intéressant, mais vraiment ça a été grosse déception. Puis le problème que c'est en genre de choses, c'est qu'après ils vont utiliser ça comme exemple pour dire bah non, l'homme ça se vend pas. Ouais. Ça c'est dommage parce que moi maintenant surtout avec le prix qu'elle a eu en Angoulême, c'est sûr que c'était le moment voilà, exactement. Ils ont relancé Ranma et demi. Pour le coup, l'édition perfecte est vraiment réussie. Hein, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Que je lise aussi, en 10 tomes terminé. Ah, oui, si. D'ailleurs, moi, si je peux juste vous couper là-dessus, moi je pense que c'est vraiment pas une œuvre pour commencer sur Rumiko Takahashi. Je pense que c'est vraiment, il y a une œuvre avec laquelle commencer parce que à la fois le récit est là, l'humour typique de Takahashi est là. Et l'édition est là, c'est Ranma 1,5, la dernière édition. Je pense que c'est avec ça qu'il faut commencer et vous ne serez pas déçus à mon avis. Par contre, un truc, si vous aimez Rumiko Takahashi, si vous allez découvrir quelque chose que vous ne vous attendez pas, parce qu'entre Rinne, où le héros s'appelle U, parce que ça fait Urine et ça me fait rire, désolé. Donc entre Rinne, entre Inuyasha, Ranma 1,5 et l'homme, il y a des petites œuvres que vous pourrez, à la Inès, que vous allez pouvoir trouver en chinant dans des endroits qu'elle vous citera, qu'elle vous donnera des conseils à la Marikundo version Inès pour trouver des mangas. C'est tout ce qui est
les recueils qu'elle avait faits avec Le chien de mon patron, Un bouquet de fleurs rouges et La tragédie de paix. C'est 3 œuvres comme ça. Le dernier a mis beaucoup de temps à sortir, mais il est sorti un peu au dernier moment, un peu caché en catimini. Mais regardez-les, parce que ça vaut vraiment le coup. C'est une autre histoire, c'est une autre manière de faire de l'auteur. Elle a une autre écriture et un peu, on s'approcherait de Maison et Coucou, mais version un peu plus mature, mais toujours une pointe d'humour qui est derrière, très très fort. Le chien de mon patron qui m'a fait mourir de rire, mais en même temps très très touchant. J'avais l'impression d'avoir un mélange entre... C'est comme si Ramin Demi s'était mis au sérieux à la Maison et Coucou, mais toujours avec son côté déjanté. Et ben c'est assez paradoxal, mais c'est tellement bien. C'est pour ça que ces 3 œuvres-là, si vous avez l'occasion, trouvez-les, lisez-les. Oui, qu'on peut trouver dans le recueil Gold, je sais plus quoi. On en avait parlé. Oui. T'en souviens pas? Voilà. Oui, le W machin, voilà. Voilà, c'est là-dedans, effectivement. Et c'est très très bien aussi. C'est Tonkam, je crois. Hein. Delcourt Tonkam, voilà. Ouais. Quoi d'autre, Baptiste? À part ça, pas grand-chose, si ce n'est que du coup, j'ai beaucoup apprécié les histoires malgré tout. Ouais. C'est quand même très rafraîchissant, je trouve, dans le paysage actuel de retrouver ce genre de classique remis au goût du jour du coup par la colorisation, même si malgré tout, ça reste dommage de ne pas pouvoir en profiter en son intégralité de cette manière. Ce qui est super intéressant, c'est de voir toujours son. Ce qui est toujours intéressant, c'est de voir son rapport toujours aux croyances, croyances et aux mythologies. L'omniprésence l'omniprésence, des yokai. Voilà, des yokai et puis autres. Hein, voilà, où effectivement on parlait de Cherry et de Sakura qui en font partie. Et c'est vrai que parce qu'elle les connaît, parce qu'elle a grandi avec, elle arrive à faire des blagues sur le sujet, tout en restant respectueuse, tu vois. Mais elle fait, voilà, et l'humour vient de ça aussi. L'humour vient de ça aussi, de ces croyances-là. Elle arrive à faire quelque chose, et ça, on le retrouve dans les petites histoires que tu as nommées, notamment, Nico, mais aussi dans Urusei. Voilà. Maison et Coucou, ça doit sortir en début d'année prochaine, je crois. Il va y avoir plusieurs rééditions, effectivement, et Maison et Coucou va ressortir dans une belle édition. Et là, en fait, j'allais dire pour la fin, quand on aurait tous terminé, j'allais le dire pour que vous puissiez le regarder, mais Inès l'a fait avant. Si vous enlevez la jaquette, il y a une sous-jaquette qui est extraordinaire. Moi, j'aurais eu même ça j'aurais pris un pied incroyable, parce que c'est magnifique. C'est une sorte de fresque, le livre, c'est un tableau entre les deux. C'est surtout ces personnages, avec un côté vraiment humoristique de tout ce qu'on peut avoir de l'œuvre de l'homme sur la première et quatrième couverture avec la tranche comme ça se suit comme un tableau, c'est magnifique. Si vous avez l'occasion de regarder, enlevez la jaquette, regardez, c'est vraiment magnifique. Ouais. Mais heureusement quelque part qu'ils l'ont pas fait, c'est vraiment bien pour les fans. Heureusement qu'ils l'ont pas fait parce que je pense qu'une couverture comme ça serait pas vendue. Au lézard noir peut-être, mais pas là. Ouais, moi aussi bien sûr, mais bon voilà. Ok. Donc c'était Urusei, d'autres choses encore mes amis, non. Urusei Yatsura, l'homme de Rumiko Takahashi chez Glénat, l'édition Perfect Color. Écoutez, voilà, 2 tomes, c'est 2 tomes. C'est sorti en 2016 au Japon, 2019 chez nous, ça vient de sortir. Écoutez, vous ferez vos propres idées, hein, voilà. En tout cas, je suis super content de cette nouvelle-là. Parce que justement, moi étant un grand fan du dessin animé, bien évidemment, de Maison et Coucou, c'est mon dessin animé préféré, et ça sera l'occasion enfin de lire le manga, parce que je reconnais que je n'ai jamais lu ce manga. Même si je râle dessus, je vous conseille quand même, si vous n'avez jamais lu là-dessus, de pouvoir lire et découvrir un petit peu de l'univers. C'est pas parce que moi je trouve ça inadmissible d'avoir fait comme ça que ce n'est pas forcément bien. Mais la seule chose que je trouve bien par rapport à ça, c'est que ça va relancer beaucoup de choses autour de Rumiko Takahashi et d'autres œuvres qui vont sortir comme Maison et Coucou, qui va revenir et tout ça. D'ailleurs, ils vont faire à peu près la même chose. On va retrouver ça par rapport à City Hunter avec la réédition de Family Compo. On va retrouver vraiment pas mal de vieilles choses comme ça qui n'existaient plus ou qu'on trouvait plus trop, qui vont ressortir. Donc suivez bien ça. Pour les nostalgiques, il y a des choses qui vont enfin revenir, et vraiment c'est des œuvres qui sont majeures et qui ont amené aujourd'hui à voir ce qu'on a là. Ce qui veut dire que si vous trouvez que c'est moche en disant oh mais c'est vieux, non, dites-vous que sans ces œuvres là, il y a des œuvres qu'on n'aurait pas aujourd'hui. Donc suivez ça, c'est très intéressant. Donc j'aurais dit, on est en train de parler de Urusei Yatsura, de Rumiko Takahashi, Perfect Edition, Color Edition pardon, un tome en cours, le deuxième sort je ne sais pas quand, bientôt. En tout cas ce sera fini en 2 tomes. En fait, je me rends compte que ça fait 2 mangas dont on parle. Et en fait, on parle plus de ce qu'il y a autour, de ce qu'il y a dedans. C'est un peu révélateur quand même. Hein. Mais bon, on va rattraper tout ça parce que là, on va parler de Samurai 8. Samurai Hachimaru-den. La légende de Hachimaru. C'est bien parce que Hachimaru. C'est marrant parce qu'il reprend des noms qu'on pouvait trouver dans Naruto. Il n'y a pas que ça d'ailleurs. Donc de Masashi Kishimoto et Akira Okubo. Akira Okubo qui était l'assistant du maître Kishimoto et qui est maintenant complètement au dessin, et Kishimoto est complètement au scénario. 2 tomes en cours.
Ils ont sorti en tomes séparés. Et avant ça, ils les ont sortis une semaine avant avec le fourreau et à l'intérieur une belle frise. Très belle frise. Mais de quoi que c'est que ça parle le nouveau manga? Parce que c'est bien, on attend Kishimoto. Le problème c'est que Kishimoto a tellement cartonné avec Naruto et déçu. Mais bon, à chaque fois, on dit toujours que la fin d'un manga déçoit. Hein, voilà. Après, il a essayé de faire Boruto de loin. Hein, il a complètement délégué le truc, mais il chapeautait un petit peu. Les gens, bon voilà, c'est une réception assez moyenne. Donc du coup, là, il revient avec une vraie œuvre où il est à 100% au scénario. Qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que ça raconte déjà? Donc ça parle de Hachimaru, donc Hachi 8, merci, le numéro 8, qui atteint d'une maladie, l'empêchant de sortir de chez lui. Il est relié en permanence à une machine qui le garde en vie en fait. Et il passe ses journées à jouer aux jeux vidéo. Un jeu vidéo de samouraï plus précisément. Mais il souhaiterait... Un simulateur qui lui permet d'apprendre tous les gestes et techniques et tout ça. C'est pour les précisions, tout à fait, c'est ça. Mais il souhaiterait lui partir à l'aventure. Hein, bien évidemment, il est cloîtré chez lui, il aimerait bien quand même sortir. Son père, lui, ne l'entend pas de la sorte et ils vont avoir une dispute. Hein. Il va se passer plein de péripéties, il se passe énormément de choses dans le tome 1, on va en parler après. Énormément de notions à engranger. Et en tout cas, voilà, ils vont se fâcher avec le papa et à un moment donné, une personne qui va arriver et qui va en gros menacer de tuer le papa. Et donc, pour sauver son père, Hachimaru va se faire seppuku, va se tuer, voilà, se donner la mort, va se sacrifier pour son père. C'est un shonen. Hein. C'est alors que le dieu de la guerre le choisit pour devenir un samouraï. Et il lui redonne vie. Hachimaru va dès lors pouvoir visiter cet univers. L'univers, parce que disons-le maintenant, c'est une espèce de space samouraï opéra. Ça se passe pour l'instant, c'est une planète, mais on sait que ça va se passer sur d'autres planètes. Ce sont des cyber ninjas aussi. On n'est plus du tout chez Naruto dans un truc beaucoup plus classique. Cyber samouraï. Cyber samouraï, pardon. Merci. Cyber samouraï, on se comprend. Et donc là, on est vraiment c'est dans l'espace, avec des cyber samouraïs. Et donc, il va pouvoir enfin commencer, maintenant qu'il n'est plus dépendant, maintenant il revit, il n'a plus ce problème de dépendance à sa machine, donc il peut sortir et il va pouvoir commencer son entraînement auprès du maître, lui aussi, un cyber chat. Le Daruma, qu'est-ce que c'est? Le Daruma, en fait, c'était un prêtre qui voulait atteindre une sorte d'illumination et il s'est mis à méditer, à prier. Sauf que à force de prier, et de méditer, il a atteint un certain degré. Et à un moment, malheureusement, il s'est endormi. Et fou de rage de cet endormi, il s'est couper les paupières. C'est pour ça qu'en fait le Daruma a toujours les yeux ouverts parce qu'il n'a pas de paupières. Et ensuite, à force de rester assis, donc il s'est mis face à un mur dans une grotte pour ne pas avoir de distraction et il s'est médité devant ce mur tout le temps. Et au bout de plusieurs années de méditation, il a perdu ses bras et ses jambes et donc en fait pour se déplacer, il sautait avec ses fesses et ses jambes, et par la suite, il a donné en fait cette petite boule là qu'on a retrouvée, c'est d'où la forme du Daruma. Et il y a toute une légende avec aussi un empereur et compagnie, mais ça je vous en passerai les détails. Et d'ailleurs il a même été chez les Shaolin pour leur apprendre la philosophie et compagnie. Mais le Daruma en fait tout tourne autour d'un philosophe. Merci, là je viens au podcast, j'apprends des choses. C'est parce que voilà, tout le monde veut la petite figurine que les Japonais ont chez eux. Tu vois que j'ai confondu. C'est celle-là où il faut peindre les yeux. Oui, c'est ça. C'est ça, tout à fait, c'est ça. Voilà. Voilà, donc il va apprendre auprès de ce chat Daruma, notre ami Hachimaru. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le côté graphique a été complètement confié à Akira Okubo, ancien assistant de Kishimoto. La série a été lancée le 12 mai 2019 et donc c'était sérialisé, comme ça je parle pas en France. Enfin si, c'était quasiment en simulcast parce que Kana proposait en démat les chapitres au fur et à mesure, en simultrade comme on dit. Et du coup voilà, donc comme j'ai dit, la série, le manga, il est sorti en version 2 tomes maintenant ou pas encore? Il sort vendredi. Il sort vendredi. Ok, la semaine dernière on a eu le droit à la version avec le fourreau et quand vous allez entendre cette vidéo, on sera donc vendredi 4. Donc ça va sortir le vendredi 4... vendredi 6. Ah oui, on est le 5, c'est vrai, c'est vendredi 6 novembre. Donc ça veut dire que vous l'entendrez bien après, donc il sera déjà sorti. Ouais, vous l'entendrez, si tout se passe bien au niveau du montage, que quelques jours après normalement, on espère. Voilà. Comme je l'ai dit juste avant à mes collègues avant de commencer le podcast, alors comme vous le savez, Kino et moi, on n'est pas très shonen. Vous le savez. Nico, c'est le digne représentant du shonen. Il est là, heureusement, pour nous en proposer, pour le défendre.
Eh bien, écoutez plutôt, mes amis, j'ai hyper accroché. Mais alors vraiment, à ma grande surprise, comme souvent, je donne à mes gamins. Tenez, lisez. Vous me direz ce que vous en pensez. Ah, Nico, il est fier là. Depuis le temps que j'essaie de leur faire apprécier un shonen, et de toute façon avec Inès on a un plan, depuis le début on veut qu'ils aiment un shoujo, un shonen, un yaoi, un yuri, on veut qu'ils lisent ça et qu'ils les apprécient, donc on a ce plan de vous en faire, même un jour on va vous faire un spécial podcast obligatoire intégralement yaoi. Bien sûr. Inès, tu voulais dire quelque chose? Moi, je suis tout à fait d'accord avec Ouais, Nico. d'accord, ok, bon, pour dire ça, c'est pas la peine. Oui, donc voilà, à ma grande super surprise, j'ai été emporté par. Alors, déjà, tout d'abord, par le dessin. Voilà, je dois le dire, le dessin m'a transporté. Alors, effectivement, on trouve dans le chara design des traits du maître, de Kishimoto, complètement, ça, voilà. Par contre, pour ce qui est des décors, je trouve qu'ils sont partis dans une autre direction que ce qu'on peut voir dans Naruto. C'est pour moi moins fouillis, si je puis me permettre. Excusez-moi, les fans de Naruto. Je parle dans le manga. L'anime, ça passe très bien dans le manga. Je trouvais que c'était très difficile à lire par moments. Des problèmes de lisibilité à mon goût, surtout dans les premiers tomes. Mais là, on a des décors qui sont hyper clairs, parce faut le mettre en avant aussi. Au niveau contraste, c'est le blanc qui domine. Hein. On a vraiment des décors et des cases. Vous voyez, c'est très clair. Je vois Baptiste qui est en train de feuilleter. Ça reste dans des dominances de clair. Et en termes de direction artistique pour les décors, on pense, bien évidemment, là je pense que c'est vraiment justifié de le dire, on est vraiment sur un Miyazaki du période de Nausicaa. Là, on est vraiment sur ce genre d'influence. Pour les décors, et on y trouve, oui, certains, en parlant de Mobius, parce que bien évidemment pour Nausicaa, Miyazaki c'était un furieux de Mobius, donc on trouve ça. Et voilà pour voir ce que je voulais dire par rapport au dessin. Donc moi, voilà, première stupeur, c'est que j'étais complètement transporté par le dessin, là où dans Naruto, je l'étais beaucoup moins. Même si j'aimais l'animé, mais en tout cas le manga m'attirait beaucoup moins. C'est ça la première chose. Deuxième chose, le premier tome est extrêmement dense. Là, je pense que personne me dira le contraire. C'est un premier tome. Il faut s'accrocher. Il y a énormément de choses qui se passent au niveau de l'histoire. Ça commence dans un jeu vidéo, mais on ne le sait pas tout au début. Après, on apprend quelques pages après que le gamin en fait était dans un jeu vidéo, enfin une simulation, comme dirait m'a repris Nico tout à l'heure. Ensuite, on commence à nous parler. Donc tout de suite, il y a des péripéties qui arrivent. On nous explique ce que c'est qu'un samouraï. C'est une personne en fait qui est choisie par le dieu de la guerre et qui va lui redonner vie. Premier concept. Deuxième concept, on lui apprend que l'âme, c'est ce qui va lui servir de pommeau, enfin ce qui va lui servir pour construire son sabre qui est aussi quelque chose d'organique. Voilà, je parlais du monde tout à l'heure à la Nausicaa, c'est aussi un monde qui est extrêmement organique. Tout est organique en fait dans le sabre est organique, l'âme est organique. Enfin tout est on est vraiment dans quelque chose de 100% organique. Et donc après on a voilà donc ces notions là, donc là je les ai devant moi. On voit qu'il sort du ventre sa boule, son âme en fait, qui va mettre sur le pommeau. Ensuite il y a l'os en fait, c'est comme un os le reste du sabre. Qu'est-ce qu'on apprend aussi? On apprend que ces samouraïs-là sont aussi appelés les clés. Bon, je ne vais pas vous spoiler parce qu'après, à la fin du deuxième, il y a toute une explication. On apprend qu'est-ce qu'un keyholder. Un keyholder, c'est un espèce d'animal, un animal qui va pouvoir aussi l'aider, se transformer en différentes choses. Encore une fois, un élément organique. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre dans ces premières pages? Là, je sais vraiment qu'au début. Bien évidemment, on apprend un petit peu l'histoire de ces artefacts, de cette boîte de Pandore, et d'une autre boîte encore, vous verrez plus tard, qui sont ouvertes grâce à ces clés-là. On va voir qu'il y a deux grandes écoles qui s'affrontent pour ouvrir, et pour différentes raisons, ces boîtes, pour détruire l'univers, d'autres pour la construire, on va dire ça comme ça. Bon voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il y a encore énormément de choses. Et ça, c'est rien que dans les premières pages du premier tome. Si bien que, comme j'ai lu en 2-3 fois le premier tome, je n'ai pas pu le lire d'une traite, j'ai demandé à mes gamins, je dis mais vous avez compris le début du premier tome? Et tous ils me disent non, on n'a pas trop capté en fait. Et en fait c'est vraiment, est-ce que vous pouvez ressortir le premier tome s'il vous plaît? Parce que non, c'est pas écrit là. En fait, c'est écrit dans le rabat. Vous savez, les auteurs, ils mettent toujours leurs petits mots là. Moi, j'aime les calamars. C'est celui-là. Moi, j'aime les calamars. Et du coup, effectivement, Kishimoto va nous dire qu'il aime les calamars. Mais je vais vous lire ce qu'il va dire parce que c'est vraiment, ça résume la façon dont on doit lire en fait son nouveau manga. Et donc, il dit depuis que j'ai commencé ce manga, je grignote souvent du calamar séché.
C'est exactement ce qu'il me faut, car si je mange trop d'autres choses, j'ai sommeil. Je voudrais aussi faire de ce manga un manga calamar. Plus on le mastique, plus il a de saveur. Ceux qui diront « mais c'est du chewing-gum », je vous invite à en mâcher immédiatement un autre, entre parenthèses le tome 2, avant que le premier ne perde son goût. D'où le fait que Kana nous ait sorti les 2 premiers tomes ensemble. Et je dis ça parce qu'en fait j'ai relu le début du tome 1, j'ai relu en entier quasiment le tome 2, et c'est vrai que pour moi j'ai encore plus apprécié à la relecture, et je trouve que toutes les leçons que je vous ai dites qui sont dans le premier tome, qu'on nous assène, qui sont vraiment assez lourdes comme souvent dans un shonen, parce qu'il faut aller vite, c'est les techniques d'écriture, on le sait, si vous avez lu Bakuman, puis on en a parlé, on vous a expliqué comment ça se passe dans un shonen, il faut plaire assez rapidement vu que c'est du périodique. Ça sort toutes les semaines un nouveau chapitre. Il faut vraiment s'accrocher. Si vous accrochez la moitié du premier tome, croyez-moi, dans le deuxième tome, ça va payer. Il y a énormément de choses. Tout revient, tout sert. Tout ce qui est posé dans le premier tome sert. Et en fait, les 2 premiers tomes ferment quasiment un arc en fait. L'aventure commence en fait à la fin du deuxième tome. Il y a une première aventure qui s'est passée, un premier arc, et l'aventure, le reste de l'aventure, et on ne sait pas vers quoi vraiment ils vont partir. Mais voilà. Est ouverte. Et ça, c'est extrêmement appréciable de voir que en fait, c'est un auteur qui balance plein de choses, mais il maîtrise complètement son récit. Je vous laisser la parole. Deuxième chose, pourquoi ça m'a plu aussi, parce que je trouve que c'est un shonen, malgré les petites blagues, l'humour typique, les valeurs typiques d'un shonen. On a quand même un gamin, comme je vous l'ai dit, qui se fait quand même seppuku pour son père dès le départ. Après, il y a encore une mort dans le deuxième tome assez tragique. Bref, c'est quand même un manga dur, on peut dire ça comme ça, qui n'hésite pas, c'est un shonen, de parler de la mort. Kishimoto, comme vous le savez, aime bien mettre du sens partout. Le personnage s'appelle Hachimaru, c'est pas pour rien, c'est le numéro 8, vous verrez pourquoi. Il y a du sens partout, les clés ont un sens, tous les noms des différentes personnes, même le nom de la princesse qu'on va voir après, a un sens, les sabres, enfin bref, il n'y a rien qui est fortuit dans sa construction. Ça, moi j'aime beaucoup ce genre de récit. L'humour, je terminerai peut-être là-dessus, j'ai d'autres choses à dire, mais je vais vous laisser la parole. L'humour, moi j'ai trouvé ça vraiment, enfin moi personnellement ça m'a fait rire, où on a ce personnage principal qui ne semble pas tout à fait un Naruto. On peut pas dire que c'est un Naruto en puissance. C'est un personnage de shonen, certes, mais c'est pas un Naruto en puissance, quand même, malgré tout, ce Hachimaru. Et en fait, souvent, on a le maître dont on a parlé tout à l'heure, qui va régulièrement lui donner des leçons. Et là, il est en train de donner des leçons. Il lui explique ce que c'est que le destin, parce que le destin, il dit, c'est quoi le destin? Et donc, il lui explique, c'est une fatalité d'une rencontre dans des circonstances imprévues. Et c'est une chose que le ciel a décidé d'avance. Tu pourrais au moins savoir ça. Et là, on le voit qu'il est en train de se gratter partout. Et le maître lui dit, mais que t'arrive-t-il? C'est peut-être une allergie au chat. Et puis l'autre qui répond, je suis un robot. Et après il reprend plus tard, il dit, c'est bon, j'ai compris, en fait, je dois être allergique à tes explications. Et en fait, ça revient régulièrement. Et le fait qu'il se gratte à chaque fois donc c'est un running gag, à chaque fois qu'il va lui expliquer des choses sur le monde dans lequel il vit, parce qu'il ne connaît rien, parce qu'il n'est jamais sorti de chez lui, Hachimaru. C'est vraiment quelque chose qui, moi, en tout cas, m'a fait, je sais pas, éclater de rire, mais vraiment, ça marche super bien. Et à un moment donné, il va même paraphraser un petit peu ce que va dire le maître, mais à sa sauce. Il va dire plus tard, il faut toujours que je le garde, en parlant de son sabre, il faut toujours que je le garde avec moi, parce que même si je porte un slip, c'est comme si j'avais les fesses à l'air. En fait, il reprend une autre phrase que le maître lui avait donnée et il la met à sa sauce avec son jargon à lui. Et vraiment, je trouvais ça, moi, en tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plus que sourire. Écoutez, je vous laisse la parole parce que j'ai encore plein de choses à dire. C'est vraiment, ça m'a transporté. J'ai hâte pour le coup de lire la suite. Enfin pareil, le découpage est fou. Tu pars d'une planète qui est en train de se faire exploser, hop, t'arrives dans un takoyaki. Et ça fait sens. C'est pas seulement du motif, c'est que ça fait sens. Et tout le long, enfin voilà, c'est tout le long comme ça, vraiment, je suis transporté par ce manga. Baptiste, est-ce que tu as aimé? Non, je crois que tu as un peu plus de réserve, toi, non? Oui, vas-y. complètement. Visuellement, par contre, déjà, pour commencer par ce que j'ai le plus apprécié là-dedans, c'est que visuellement, comme tu l'as dit, c'est dingue. Que ce soit les décors et surtout les scènes d'action. Ouais. Pour ça, les scènes d'action, je retrouvais vraiment, même si c'est pas Kishimoto au crayon, je retrouve vraiment tout ce qu'il faisait dans Naruto. Il y avait peut-être moins le sens de la perspective. Je me souviens qu'il y avait des effets assez cinématographiques, des fois avec du fisheye, des choses comme ça. Là, je l'ai retrouvé un petit peu moins. Mais il y en a même pas du tout. Hein. Oui, voilà, au niveau des combats, j'ai vraiment pris une petite claque gentille.
Ouais. Et c'était Ça va venir, tu sais que c'est. Voilà. C'est vraiment ce pourquoi j'ai réussi à tenir jusqu'au tome 2 parce que le scénario m'a pas du tout accroché, l'univers j'ai pas accroché non plus. Faut accrocher, on est d'accord. Je pense que c'est vraiment un univers auquel il faut accrocher, je suis d'accord Ouais. avec toi. Le tome 1 m'a complètement perdu. Je comprends. Donc du coup, le tome 2, la lecture était un peu plus poussive. Mais bon, voilà, je lui reconnais quand même ses qualités et je conçois totalement qu'on puisse apprécier. Et tu l'as très justement souligné, moi j'ai directement pensé à Moebius quand j'ai vu les décors, pour revenir sur le visuel. Vraiment, tout ce qui est au niveau de la nuance de couleur, le blanc est très bien géré. Ouais. Et, on peut avoir souvent le problème de rester dans une seule nuance de couleur. Le problème de se retrouver avec un côté un peu brouillon, là c'est pas du tout le cas. Même si les pages sont bien pleines de détails, c'est jamais brouillon, c'est jamais trop. Vraiment, tout ce qui est visuel est parfaitement réussi. Comme je le dis, c'est les personnages, c'est le scénario, c'est ça qui m'a un peu, qui me laisse un peu en demi-teinte par rapport à ce manga. Pourtant, je suis pas du tout quelqu'un qui n'aime pas les shonen habituellement, bien au contraire. C'est juste que voilà, je me suis, ouais, je saurais pas vraiment expliquer non plus pourquoi. Il y a quelque chose qui me faisait tiquer dedans que j'appréciais pas. Tu n'arrives pas encore à mettre le doigt dessus. C'est ça, exactement. C'est marrant. Ça m'a laissé perplexe. On va dire. Et, D'accord. Si aussi, le seul bémol que je mettrais au niveau du visuel, c'est le chara-design de certains personnages qui m'a pas trop plu. Le personnage principal en particulier. Enfin, sur son visage, je suis d'accord. Pour le reste, dès qu'il a son. Et j'ai hâte de voir parce qu'à un moment donné, on a une vue de lui. Parce qu'en fait, le Daruma a eu une vision de lui plus tard, où on le voit de dos avec en armure de samouraï, accompagné de la princesse et de son keyholder. Ça, j'espère qu'on va y arriver. Parce que normalement, c'est. Oui, ça, par contre, le design de la princesse, le design même des machines et des. J'ai envie de dire des stands, mais non, j'ai oublié le nom des. Des keyholders. Oui, voilà. Ah, c'est ça. Les bestioles qui, ouais. Voilà, ça pour ça, vraiment, c'est très très bien foutu. C'est c'est très joli. Ouais. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus malheureusement. Ouais. Si ce n'est que je pense que ça pourra plaire à beaucoup de monde et que vraiment il n'y a pas de raison que ça floppe ou que ce soit vraiment mal considéré par rapport à Naruto. Au contraire, surtout pour les déçus, je pense, de la fin de Naruto, on retrouve quand même pas mal d'éléments avec la maturité de Kishimoto. Mais le début est tout aussi enthousiasmant, je pense, que pour les fans de Naruto qui ont apprécié. Mais tu sais, à un moment donné, donc mes gamins aimaient bien Boruto. Du coup, on a regardé Boruto, alors qu'ils n'avaient pas encore trop vu de Naruto. Et moi, je trouvais ça distrayant, mais un peu fadasse, quoi, même au niveau du dessin. Et ils ont, à un moment donné, ils ont mis toutes les saisons sur Netflix, là. Le Naruto Shippuden, tout ça. Du coup, j'ai dit, tiens, viens, regarde Naruto, le premier épisode. Ça date un peu, mais regardez. Et franchement, on retrouve ce qu'il y a dans Samurai 8 dans le premier tome. C'est d'une densité en termes d'information. Ça dure 20 minutes, le truc. Tu te dis, attends, mais l'épisode dure 40 minutes, c'est un pilote comme dans une série américaine. Non, le truc qui dure 24 minutes. C'est d'une densité. Le dessin est complètement d'actualité, l'animation aussi. Vraiment, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait sur Boruto, quoi. Les dessins de Naruto, de toute façon, dans le manga, tu les regardes aujourd'hui, ça choque pas du tout. Tu pourrais te dire que ça sort aujourd'hui, tellement c'est bien foutu et tellement il a un sens de la perspective qui est complètement dingue. C'est vraiment Kishimoto, un des dessinateurs les plus talentueux, je trouve, en tout cas dans le shonen. Et voilà. Inès ? Est-ce que vous pensez que ça pourrait devenir un grand manga, un classique ? Parce que honnêtement, attends, quand je te prends, honnêtement, du coup j'ai pas lu, mais quand je vois la couverture, moi j'ai l'impression que c'est un autre shonen. Je sais pas, parce qu'il y a quand même pas mal de mangas. Là, je pense par exemple à l'Attaque Distant, où vraiment, dès le tome 1, on pouvait s'en douter en fait. On pouvait s'en douter que ça allait devenir un grand manga. Bon, comme je l'ai dit, je l'ai pas lu, mais quand je vois ça, moi, je trouve que ça fait un peu ronflant quand même. Ça m'intéresse vraiment pas. Je sais pas. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un gros fan. J'ai encore jamais dit au podcast. Je suis un gros fan de ninja, de samouraï, de cyber, et la version cyber en plus. J'aime beaucoup, ça me dérange pas. Enfin si, ce qui m'a dérangé notamment Ninja Gaiden, c'est ce côté justement quand on commence à arriver je sais plus dans quel chapitre, dans la ville, et on commence à être un petit peu ce ninja habillé comme un ninja de Konoha, enfin pas de Konoha, mais un ninja de la forêt t'arrive. Ça me choque un peu ce mélange. Mais par contre, si on me propose directement un univers cyber samouraï ou cyber ninja, ça me dérange pas du tout. Et l'univers pour moi est vraiment extrêmement cohérent. C'est pour ça que je dirais qu'il y a un vrai potentiel dans ce manga-là.
c'est à la fois c'est mon amour qui parle comme j'ai dit pour les cyber ninjas, cyber samouraïs, mais je pense que cet univers est extrêmement bien posé et qu'il a largement moyen de faire quelque chose. Je suis d'accord avec toi, les couvertures, mais tu sais, Naruto, tu prends les couvertures, moi je les trouvais pas exceptionnelles non plus au final. Hein. On est tous marqués par l'animé, moi les couvertures de Naruto, je sais pas, ça me transportait pas. Les premières, c'est que des personnages. C'est à partir du tome 15 on a commencé à avoir des petits décors apparaître avec des autres personnages. Donc ça commençait vraiment à jouer là. Mais au début, c'était simple. C'était toujours Naruto qui tient un copain sur l'épaule ou un autre qui apparaissait. On avait toujours un personnage ou deux qui apparaissaient sur chaque quête. Merci Nico. Donc, je vais laisser Nico répondre à cette question-là. En tout cas, pour moi, oui, il y a un potentiel. Tu vas t'arriver sur une double page où tu vois un petit peu une des puissances que déclenche le Daruma. C'est une double page assez impressionnante. Nico, est-ce que pour toi, ça a le potentiel est-ce que tu veux commencer par répondre à cette question-là, puis après t'embrayes Est-ce que pour toi, ça a le potentiel de devenir le nouveau grand shonen manga, ouais. Alors à ça, je vais répondre en racontant deux choses. La première chose, je fais vite, vous inquiétez pas. La première chose, c'est que c'est le truc, l'attente de Kana, c'est le manga c'est ce qu'ils attendent. Pour eux, ça sera le manga de l'année. C'est Kana qui veut par Samurai 8. Et il est attendu pour certains comme effectivement le manga de cette année. Maintenant, la vérité sur certaines choses. Au Japon, ça a été un flop. Il a fait un flop, pas que il est mauvais le manga, non. C'est que les gens, comme ils n'ont rien compris au tome 1, comme ils ont complètement été perdus, le manga a fait un four. Et surtout, les gens qui l'ont lu en scan sur internet l'ont tous dit, que ce soit en simtrad ou en scan, peu importe. Tout le monde qui l'ont lu ont dit mais en fait c'est nul, c'est nul. C'est même pas qu'on comprend rien, c'est que c'est nul. La phrase qui sortait le plus, c'est que c'est nul. Alors tu t'entends dire ça, tu dis non, c'est pas nul, c'est juste que au début, c'est pas très compréhensible. Il faut suivre. Mais effectivement, en fait, au premier abord, c'est que ça perd les gens. Et après, ils ont eu l'intelligence de sortir les 2 tomes en même temps. Parce que s'ils avaient sorti qu'un seul tome, ça se vendait pas. Je le dis tout net, ça se vendait pas. Avoir sorti les 2 tomes, ça va se vendre, il y aura un intérêt. Et avoir sorti ce coffret avec cette super illustration inédite qui n'existera nulle part ailleurs et qui n'existe même pas, qui a été créée pour le truc, qui montre comment le Daruma est arrivé au pied de notre héros. C'est vraiment magnifique. Donc c'est pour ça que sur le coup, oui, je pense que ça a vraiment du potentiel pour très bien marcher. Parce qu'il y a quelque chose qui est très fort dedans. C'est le côté, comme on disait, c'est très organique, c'est très fort, c'est très marquant dans sa construction, dans son univers. Il y a un dessin, un style, une écriture beaucoup plus mature, aussi bien dans les personnages, dans l'humour et autres, qui fait un côté plus enfantin à ce que Naruto pouvait vivre, mais dès le départ, c'est comme si on attaquait directement avec un Shippuden dans le côté, non pas parce que Shippuden, les gens disent mais Shippuden c'est de la merde à côté de Naruto, non, c'est de la dureté des propos, de la dureté de l'histoire, et surtout que là, sur le coup, t'as l'impression que ce gamin, tu pourrais te dire, ouais, que c'est un jeune homme, c'est pas un enfant, c'est pas un gamin, c'est un jeune homme qui a vécu quelque chose de dur, qui se retrouve samouraï, et qui, en tant que samouraï, va évoluer et avoir une dureté par rapport aux épreuves qui sont. C'est comme si Naruto, dès le premier épisode, on lui disait voilà, voici l'Akatsuki avec tous ses ennemis, vas-y, embraye pour combattre avec la guerre. What? Voilà, c'est ça. Et ben on est là dès le début et on t'annonce que c'est rien parce que entre découpage d'astéroïdes, explosion de lune, planète coupée à moitié en deux avec des trucs les plus invraisemblables, avec des destinées et des attaques qui déforment l'environnement, c'est extra. Donc Samurai 8 va être une très bonne série, très belle surprise. Je pense qu'elle va vraiment bien marcher. Maintenant, la chose qui va marquer le plus, c'est malheureusement ce que j'entends très souvent en magasin, c'est une personne a une idée reçue, tu ne lui enlèveras pas. Quand par exemple, et là je rage très très souvent, il y a souvent des influenceurs, pour pas dire des youtubeurs qui font des vidéos sur des mangas. Et il y en a un plus particulier qui raconte souvent des conneries sur la plupart des mangas. Et derrière, quand les gens ils écoutent ce youtubeur, ils viennent me voir et me dire non mais lui il a dit que ça c'était de la merde parce que ça ressemblait trop à ça. Et là tu dis quoi? Mais non, pas du tout. Et donc j'ai un peu peur que des gens qui l'auraient lu, vont donner immédiatement leur avis sans penser à une analyse ou voir le plus loin. Comme tu l'as dit, c'est en 2 tomes, on a comme un arc. Et là, il y a une intelligence. D'habitude, c'est toujours le premier tome qui est une mise en bouche, une mise en préparation, présentation des personnages avant de commencer au tome 2. Là, on te dit, les 2 premiers tomes, c'est une aventure en soi, sur quelque chose qui vient d'arriver, c'est rapide, c'est dynamique, ça y va, tu comprends que dalle, mais c'est comme un bon film où on te dit c'est comme ça et tu as intérêt à
apprivoiser les termes le plus vite possible, sinon tu vas être perdu. Et dès que tu as compris, dès que tu as les trucs en place et que ça arrive, et là, tu es lancé. On l'avait un peu dans l'esprit Rave à l'époque, on l'avait un peu dans certains mangas comme Dragon Ball et compagnie. C'est pour ça qu'on va avoir, je dis pas que c'est le niveau de Dragon Ball encore une fois, mais on avait ça dans ces constructions-là. Et là, on va avoir une dynamique qui fait qu'en 2 tomes, tu as un truc incroyable qui vient de tomber sur le coin de la truffe, qui vient de faire un boom. Et là, on te dit, voilà, à partir de maintenant, l'histoire va commencer. Là, tu t'es pris des pouvoirs à la hauteur d'un Naruto Shippuden ou d'un DBZ et compagnie, et on te dit, voilà, ça c'est le début. Maintenant, dis-toi que ça va se passer un peu plus loin et un peu plus gros. Tu fais quoi? Ok. Et donc, c'est énorme. Je dirais que ça a le syndrome de Eden Zero sans le côté recyclage d'Eden Zero. Eden Zero, le problème, c'est qu'il a recyclé un peu trop de ses personnages, qui fait que les gens ont vraiment bavé dessus en disant que c'était n'importe quoi, c'était du fairy tale. Regarde, c'est Natsu avec des cheveux noirs. Ah là là, c'est nul. Oh mon Dieu, regarde, c'est Happy, c'est le chat avec des ailes, c'est complètement con. Oui, il s'appelle Happy, mais c'est pas Happy parce que c'est robot, parce que Happy est mort et en fait, ils le reconstruit en robot. Oui, je fais un spoil, et alors? Et des trucs comme ça. Et donc, c'est pour ça que sur le coup, oui, tu vas retrouver des personnages, mais bien sûr, parce que les personnages sont amoureux de leurs personnages. Et là, dans Samurai Heads, on voit que c'est l'assistant qui a travaillé avec, qui reprend certains caractères design ou types de personnages qui existaient avant, mais ce n'est pas Naruto, ce n'est pas des trucs comme ça. Et c'est ça qui est fort. Et avoir Kishimoto qui écrit avec un auteur qui reprend, qui a eu l'habitude de dessiner ses dessins, mais qui a son univers à lui, c'est génial. C'est pour ça que dès le début, moi j'ai trouvé ça intéressant d'avoir autre chose que Naruto. Et là, les gens qui vont dire non mais regarde, ça, au moins le Kishimoto il a changé. Non, c'est pas qu'il a changé, c'est qu'il a un dessinateur qui a fait pour lui. Et ça a le potentiel d'être une des meilleures séries. Mais à côté d'un Promise Neverland et d'un atelier ou des choses comme ça, ou d'un Demon Slayer, je ne sais pas si ça va se vendre autant dès le départ, mais je pense que avec l'évolution, et si ça continue à toujours aussi bien sur du long terme, ça peut bien exploser et être une très 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 bonne série. Et jamais vous entendrez ça de ma bouche, j'ai hâte de voir l'animé. Parce que... Complètement. S'il y a un animé de ça, j'ai hâte de voir comment ça va être présenté, parce que si ça, des premiers tomes, ça booste et ça frappe autant, ça claque tout du moins en visuel, effectivement, des premiers tomes, ça risque d'exploser. Voilà, donc c'était Samurai 8, la légende de Hachimaru. C'est quoi la légende de Hachimaru, pardon, merci à moi. Deux tomes en cours chez Kana. Et traduction, donc je le redis, de Miyako Slocombe, qui avait traduit notre interview de Eldo Yoshimizu. Voilà. Bon, allez, on repart dans les années 90 maintenant. Elle est jeune là. Arrêtez. Écoutez un peu. Avec la mélodie de Jenny de Tsukasa Hojo, Seinen One Shot chez Kiun. Donc ça va être rapide, hein. C'est un recueil de 3 histoires courtes, 3 destins pendant la Seconde Guerre mondiale. On a première histoire, c'est Aux confins du ciel, où âgé d'à peine 16 ans, Junpei Shirakawa rejoint l'école militaire pour devenir un pilote aussi bon que son frère aîné. Mais nous sommes en 1943 au Japon et au grand désespoir des siens, l'adolescent reçoit l'ordre d'intégrer une unité de kamikazes, les fameux kamikazes. Ensuite, nous avons American Dream. American Dream, on est en 1935, on est un peu en arrière là, où on a un joueur de baseball, membre de l'équipe nationale japonaise, en tournée aux États-Unis, qui rêve d'une carrière professionnelle sur le continent américain. Malheureusement, le conflit approche à grands pas. Et nous avons la mélodie de Jenny, voilà, donc, du titre éponyme. Ça se passe à Nagano en 1945, quelques jours avant la fin des hostilités. Les 4 enfants s'échappent du centre où ils ont été placés, loin de Tokyo, pour se protéger des bombardements. Au beau milieu des champs, sur qui tombe sur un prisonnier américain. Magnifique histoire, évidemment, c'est la plus belle des 3, je pense en tout cas. Alors qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que cette édition, donc, qui est chez Kiun, avant c'était chez Tonkam, bien des années avant. Donc ça s'appelle, cette collection, Les Trésors de Hojo. Donc publié celui-ci en tout cas en 1995 au Japon. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est Tsukasa Hojo, comme on l'a dit, c'est l'auteur de Cat's Eyes, c'est l'auteur de City Hunter, de Angel Heart. Mais à un moment donné, au beau milieu de City Hunter, il a eu une envie de faire un peu autre chose, et donc il a fait ses petites histoires, et notamment ce tome-là de la mélodie de Jenny. Et pourquoi j'ai proposé
ce manga-là particulièrement, c'est parce que, bon, bah, bien évidemment, en ce moment, il y a une espèce de revival autour de City Hunter, grâce notamment au film, mais pas que, hein, grâce à Rebirth qui est sorti chez Kiun, qui d'après Nico et d'autres personnes d'ailleurs, est vraiment bon. Vraiment bon. Nico de petite anecdote, je pense que je l'avais dit sur cette scène, où je sais plus si j'avais juste dit à la boutique. Donc, la Rebirth, c'est vraiment le côté où une jeune fille rentre dans City Hunter et va interférer dans l'histoire. Fan de City Hunter à la base, ouais. Voilà, fan de City Hunter et qui a interféré dans l'histoire de City Hunter, mais toujours en même temps dans l'histoire. Sauf qu'à partir du tome 4, on prend enfin des histoires inédites de l'histoire du monde de City Hunter. Donc on commence à avoir quelque chose de plus qui arrive. Donc là, vraiment, c'est vraiment pas mal. Et on voit que Hojo a encore des choses à dire et qu'il a encore tout un univers avec l'auteur avec qui il travaille. Et donc là, je pense que ça va vraiment, vraiment être intéressant. Ah bah écoute, tu me donnes envie. Hein. Tu me donnes vraiment envie. Donc pourquoi j'ai aussi choisi ça? Parce que c'était intéressant de prendre une œuvre qui est un peu moins connue, bien évidemment, de Hojo. Toujours avec son trait, on est en 95, donc ça fait une quinzaine d'années, même plus, hein, mais voilà, qui dessine. Et c'était intéressant de voir à quel niveau son dessin était arrivé et voir aussi le voir dessiner autre chose. Que Kabukicho, que juste des belles femmes ou Ryo en train de se faire prendre des coups de massue. Je voulais voir, même si il y a des passages très sérieux, hein, quand on apprend le passé de Ryo, on se rend compte que voilà, c'est autre chose qu'un obsédé, hein, il y a beaucoup plus que ça dans le personnage. Mais là c'est intéressant, voilà, parce que Nico me dit pourquoi j'avais choisi ça, c'est parce que voilà, moi j'aimais le côté justement 100% sérieux de cette œuvre-là. Ça change un peu. Ah, et Baptiste vient de se blesser, c'est fort, assis, on peut quand même se blesser en se cognant la main sur une table, c'est intéressant. Donc pour moi, voilà, c'était intéressant de voir Hojo dans ce cadre-là, le voir dessiner quasiment quelque chose de 100% sérieux, et surtout le voir dessiner quelque chose de mélancolique, parce que bien évidemment la mort, la guerre est omniprésente sur les trois histoires. Et moi, ce que je voulais voir aussi, c'était un petit peu son chara-design. On sait qu'il dessine extrêmement bien les femmes. Hein. Ça a formé la libido de beaucoup de jeunes garçons, les femmes de Hojo. Et je voulais le voir un petit peu dans un autre style, voir un petit peu ce que ça donnait. Et j'ai pas été déçu. Donc quand on m'a dit, Stan, qu'est-ce que tu veux proposer ce mois-ci, je dis, Hojo, on en parle beaucoup en ce moment. Pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas de la mélodie de Jenny? Ensuite, j'entends beaucoup sur ce manga-là des personnes qui vont dire oui, mais Hojo, quand même, c'est un peu naïf, hein, son propos sur la guerre et tout ça. Alors, oui, si tu prends quelques petites phrases, attends voir c'est lesquelles par exemple, parce que j'en ai là, ou à un moment donné, oui, voilà, vous avez par exemple cette phrase-là. Tout petit, où tant que les hommes ne feront pas d'efforts pour essayer de mieux se comprendre, il y aura toujours des conflits. Oui, d'accord, ça peut paraître un peu simpliste, lu comme ça, sorti du contexte. Mais après, vous avez d'autres phrases, comme vous voyez ce pilote d'avion qui regarde le ciel avec ses avions et qui dit « Le jeune homme laissait souvent son regard se perdre dans l'azur infini du ciel. Il s'imaginait en train de parcourir ce vaste espace en toute liberté, tel un oiseau. Mais l'époque n'était pas à la rêverie. Voler, c'était s'exposer à la mort. De nombreux pilotes avaient déjà péri dans les airs et, au couchant, l'horizon semblait comme nimbé de leur sang. Oui, il fut un temps où la jeunesse n'avait pas le droit de rêver. » Voilà, on est sur quelque chose de mélancolique. Et moi, j'aime la mélancolie. J'aime pas que les cyber ninjas, cyber samouraïs. Et j'aime aussi la mélancolie. Et j'ai été complètement transporté par cette œuvre. Qu'en avez-vous pensé, Nico? Pour moi, c'est simple, Tsukasa Hojo est, je pense, à mon goût, le meilleur dessinateur que je connaisse. Il a atteint des sommets de dessin, de style, dans le regard, la construction de ses planches, dans l'expression qu'il émane des traits du visage, aussi bien des rides que des sourires, que de ses pommettes. Il a atteint un tel dessin et pour moi, en plus, il a créé les plus belles jaquettes. À un moment, il y avait une jaquette de City Hunter. Quand je l'ai vue la première fois, j'ai cru que c'était une photo. C'était Kaori et Ryo, et je l'ai regardé pendant des heures et pour moi c'est toujours dans ma tête, j'ai toujours l'impression de voir une photo quand je la vois. C'est pour ça que Tsukasa Hojo pour moi est le meilleur dessinateur que je connaisse. Pourtant je sais que j'ai des dessinateurs que j'adore, mais pour moi celui-ci a atteint un tel niveau de aussi bien réalisme que burlesque que il sait faire ce mélange entre les deux qui est tellement incroyable. Et en plus, mes larmes de rire
lire, je crois que je les ai jamais eu autant que sur un City Hunter. Pour moi, Hojo, il est dans mon cœur, dans le panthéon, il est tout en haut, il est à côté de Dragon Ball. Et rappelons qu'à la base, le mec, il voulait même pas être plus que ça mangaka, que c'est son futur grand Tanto qui l'a inscrit à un concours auquel il est arrivé deuxième avec une histoire de Katsai, ce qui va lancer Katsai. Et à la base, le mec ne voulait pas du tout devenir mangaka. Et c'est ça que j'adore, c'est que ce mec, ouais, on verra. Et en fait, final, voilà, c'est un dieu, ce mec. Voilà, donc c'est pour ça que cette œuvre, je l'aime beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup. Quand je t'ai demandé pourquoi, parce que je me suis dit, il y a d'autres œuvres qui sont dans l'esprit Hojo, ce qu'on avait, mais tu m'as pris contre-pied et ça m'a fait vraiment beaucoup penser avec Urusei Yatsura ou les dessins animés de notre enfance, avec le côté, ce qu'on nous montre aussi de côté qu'on connaît classique, mais que chaque auteur classique a une œuvre qui nous marque, qui est touchante, comme par exemple, encore une fois, avec Rumiko Takahashi, avec le chien de mon patron, la tragédie de paix et compagnie. Là, on est avec la mélodie de Jenny. On est dans des œuvres qui sont plus dures, plus noires, plus fortes de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et c'est vrai que l'histoire avec l'américain, elle est tellement forte, elle est tellement touchante. J'admets que, ouais. Après, je passais pas, je me dis, ouais, non, si, c'est vrai que celle-là, elle m'avait vraiment beaucoup touché. Il y a beaucoup de choses. Et dire qu'il est simpliste, non, je dirais pas ça. Parce au contraire, il aime utiliser des termes simples pour faire réfléchir les gens par rapport à certaines choses. Et des fois, juste avec des choses simples, on se remet en question en disant que non, oui, c'est vrai que des fois, mettre des mots simples sur quelque chose, ça fait réfléchir et se dire que ouais, on a peut-être un peu poussé ou ça permet de réfléchir à autre chose. Ouais, je suis d'accord. Et pourquoi j'ai choisi cette œuvre? Peut-être de façon inconsciente, parce que je vous l'avoue franchement, je me le suis pas dit au moment de le proposer, mais en préparant le podcast, je me suis dit mais c'est ça. C'est vrai qu'on est tellement, on n'est pas dans une seconde guerre, une troisième guerre mondiale, mais c'est vrai qu'on est tellement dans une société en ce moment en France où tout va très très mal, hein, où on est en train de monter les uns contre les autres, qu'au final, on se rend compte que on a beau faire tous les discours qu'on veut, tous les débats qu'on veut, au final, je pense que la façon de changer, mais ça peut paraître simpliste, de changer les mentalités, c'est en fait justement de voir l'autre, celui sur qui on se fait des images, un petit peu échanger, discuter. Et je pense que ça peut changer énormément de choses. Ça ne va pas changer nos politiques, parce qu'ils sont là pour faire des carrières, ils ne sont pas là pour faire que le peuple français aille bien. Mais voilà, je pense que nous, à notre simple niveau, c'est mon discours politique que je vais me proposer. Pour les élections, je suis là. Mais c'est aller vers l'autre, discuter. Et c'est vrai que cette histoire avec l'Américain qui tombe au milieu de ces petits Japonais, qui sont en guerre contre son pays, voilà, c'est comme ça que ça change la perception qu'on peut avoir l'un de l'autre, quoi. Tu vois la phrase que tu as lue là, qui était un peu simpliste quand tu disais ça pourrait s'adresser même encore aujourd'hui pour nous, pour tout ça, pour changer un peu la façon de penser, pour pouvoir aller mieux. Parce que comme tu dis, c'est pas les politiciens qui vont nous aider, donc c'est nous qui allons nous aider. Donc c'est pour ça que moi je serais un plus extrémiste que toi par rapport à ça, mais ça c'est un autre débat parce que moi il faudrait aussi que je me présente comme maire de Nancy où on va se marrer. Parce que vous êtes beaucoup à me demander d'être maire de Nancy, c'est ça qui serait marrant. Bref, mais ouais, c'est une œuvre qui est extrêmement majeure, qui est extrêmement forte et c'est pour ça que j'adore ce qu'il avait fait avec Rash, avec comment ça s'appelle, le cadeau de l'ange, la mélodie de Jenny, etc., qui était la mélodie de Jenny, etc., qui était vraiment très très forte et qui amène une autre vision de ce qu'on pouvait avoir de l'auteur, aussi bien de City Hunter et compagnie, qui justement amène à une autre vision de ce que peut faire un auteur et c'est très très fort. On se rend compte que son style, son dessin, quand on relit City Hunter derrière, quand on commence à voir des trucs sérieux, on pense à d'autres choses plus profondes et on prend la légèreté de Ryo Saeba comme une légèreté, mais que pareil, il peut cacher des choses très dures, comme tu disais, quand on commence à découvrir le passé et compagnie. Donc c'est un auteur qui a énormément de choses à dire et qui est très fort et très intelligent. Donc je vous conseille vraiment, et surtout je suis vraiment heureux que Kiyun ait repris cette collection, parce que j'adore, et l'avoir ressorti, parce que je trouve que c'est une perte de ne pas les avoir, et enfin, ça revient, et ça mérite tellement d'être mis en avant. Je suis fan, j'adore. Et nous avons Inès qui nous quitte. Au revoir Inès. Au revoir. Elle va travailler, mais il faut que ça travaille un peu quand même. Baptiste, mets-toi assis, on a besoin de toi Baptiste. Il faut qu'elle travaille pour entretenir son homme. C'est ça. Baptiste. Baptiste, alors vas-y. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? J'ai adoré. Ah. Tout simplement. D'accord. J'aime beaucoup déjà l'arrangement des histoires dans ce manga, dans l'édition.
Au début, on pourrait peut-être penser qu'il n'y a pas vraiment entre guillemets, de rapport entre les trois, mais à la fin, surtout entre la première et la deuxième, avec tout ce qui est histoire du premier personnage qui du coup devient un aviateur kamikaze, et du coup ça pose la question qui est une question qui est répondue un peu dans la deuxième histoire, de qu'est-ce qu'il faut faire pour la patrie, quel est l'attachement qu'on a par rapport à notre nation dans un temps de guerre, et du coup cette question-là de l'honneur d'un soldat, de son attachement, de son amour envers son pays, est répondue avec l'attachement du coup de ces enfants japonais avec ce soldat américain qui partagent du coup le même but et qui vont lier vraiment une belle relation, une relation qui m'a beaucoup touché. C'est bien, ça fait tous le même ressenti. Et la troisième histoire du coup... Un peu en retrait sur le baseballer. Un peu en retrait parce que la deuxième est tellement bien développée, tellement touchante, tellement poignante, que du coup la troisième, le fait de repartir pour une troisième histoire, il y a un pic qui est atteint avec la deuxième histoire, et le fait de repartir après, entre guillemets, de zéro, pas vraiment parce qu'on sait à peu près à quoi s'attendre, c'est un peu difficile après de la lire. Mais voilà, en tout cas l'histoire est très belle. Le trait d'Hojo, bien sûr, on le présente plus, monstrueuse. Il y a un talent qu'il a dans la composition de pages, en particulier dans la première histoire, où il alterne du coup le visage des soldats avec les avions en fond. Il y a une magnifique double page avec les deux avions qui survolent la maison, avec juste le visage du personnage de Taka, qui est magnifique. Vraiment, pour ça, il est au sommet de son art dans ce manga. Et voilà, c'est une très belle lecture que je recommande à tous ceux qui peuvent s'y intéresser. C'est un tome. Voilà, c'est ça. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça, on va enchaîner rapidement. De toute façon, on a parlé aussi de Hojo, bien évidemment, on a parlé de l'œuvre. Mais ce qui est intéressant, pourquoi j'ai choisi de parler de la mélodie de Jenny. Et maintenant, on va parler de Old West, de Chaiki Maeda, Seinen One Shot chez Omake Books, parce qu'en fait, c'est aussi un recueil d'histoires courtes, et c'est pour montrer, attention, je vais être méchant parce qu'en plus ce manga donc est vendu avec un petit bandeau qui dit prix du meilleur premier manga, prix Shogakukan, et après derrière, attends, je vais en parler comme ça. Voilà comment Omake Books, voilà, vous avez vu comment avec Hojo, voilà, on peut faire un recueil d'histoires courtes et réussir à faire des ponts thématiques, historique, enfin tout ce que vous voulez, entre vos différentes histoires, réussir vraiment un one-shot avec d'histoires courtes. Et là, vous avez Old West qui arrive, qui a eu un prix, voilà, un prix du premier manga, certes, mais il y a quand même un prix, Shogakukan. Et voilà comment le vend Omake Books. Un one-shot épique, humaniste, spectaculaire, contenant 5 histoires complètes dessinées dans un style graphique mature et réaliste qui se déroule à l'époque des pionniers au sein d'un Far West aussi authentique qu'impitoyable. C'est un peu long, mais écoutez bien jusqu'au bout. Après, pourquoi je vous lis ça, c'est parce qu'après, je vais, entre guillemets, pas déconstruire, mais voilà, on va dire en tout cas moi ce que j'en ai pensé. Enfin, on dira tout ce qu'on en a pensé, mais voilà. La talentueuse mangaka Chiaki Maeda a remporté avec Old West, on l'a dit, le 75e concours Shogakukan du meilleur premier manga. Old West a été sélectionné dans le top 10 des meilleures nouveautés de 2018. Donc regardez un petit peu, c'est-à-dire au Japon. Voilà comment il est vendu. Troisième chose, 228 pages d'aventures et de rencontres insolites dessinées dans un style graphique mature rappelant Jiro Taniguchi. Attention à ce que vous dites. Rappelant Jiro Taniguchi et reproduisant avec élégance les paysages grandioses d'une nature sauvage. Ok. 5 histoires complètes qui abordent de façon adulte et réaliste les différents aspects de la vie des pionniers. Ok. Et on arrive à la fin. Une ambiance qui rappelle le jeu vidéo Red Dead Redemption 2, le manga Peacemaker et les meilleurs westerns de l'histoire du cinéma. Loin des clichés, duels, violences gratuites, etc., Old West dépeint de façon humaine les protagonistes avec leurs rêves, leurs espoirs, leurs illusions, leurs pardons, etc. Un manga rare, il existe peu de mangas qui traitent du Far West. Tout ça c'est écrit derrière. Vous êtes encore là les auditeurs ? Allô ? Oui. Ils sont encore là mes collègues en tout cas, c'est déjà bien, j'espère qu'on nous a suivis. Alors voilà, moi ce que j'ai à en dire, ça va être très rapide, je vous laisserai la parole. Je trouve que c'est une œuvre d'une... Alors pourtant le western, comme vous le savez, j'ai fait des études de cinéma. Avant d'arriver à la fac de cinéma, c'était un genre que je ne pensais ne pas aimer du tout. Et comme je suis un peu comme ça, je voulais un petit peu connaître un petit peu des genres que j'avais pas encore approfondi. Je me suis dit, je vais me bouffer
plein de westerns. Du coup, à la fête de cinéma, j'en ai mangé des Anthony Mann, des Howard Hawks, des John Ford, tout ce que vous pouvez. Donc des westerns, j'en ai quand même bouffé. Je ne vais pas dire que je suis un expert, mais j'en ai bouffé énormément des westerns. J'ai fait Red Dead Redemption 1, j'ai fait Red Dead Redemption 2 qui m'est tombé des mains à la moitié à peu près du jeu, malheureusement. Voilà. Pourtant, Red Dead Redemption 1 est un de mes jeux préférés pourtant. Bon, peut-être qu'il faut que je continue. On m'a dit là où j'en suis, il faut que je continue parce que moi ça part vers autre chose. Je suis à Nouvelle-Saint-Denis apparemment. Voilà. Ah, je vois Baptiste qui conforte un petit peu ce qu'on a pu me dire sur le sujet. Donc bref, pour vous dire que, pas pour me donner une crédibilité, mais c'est pour vous dire, voilà, niveau western, je pense connaître un petit peu le truc, un petit peu. J'ai pas écrit de thèse, mais quand même. Et quand on me dit que c'est loin d'être banal, que ça va vraiment en profondeur dans les sujets qui constituent le Far West, la conquête de l'Ouest, que ça se compare à un Red Dead Redemption notamment, moi je pense il parle du 2 mais on peut partir du 1 aussi, ça me fait extrêmement mal. Moi je trouve qu'il se contente de reprendre les grands thèmes, c'est vrai parce que chaque chapitre il prend des grands thèmes, mais il n'y a rien de plus au final que ça nous apporte rien de plus, ni au niveau du thème qu'il aborde, ni au niveau de l'angle par lequel il va aborder ce thème. Pour moi, il n'y a rien. C'est très très loin aussi d'un Red Dead Redemption avec son pouvoir évocateur et son traitement de la rédemption. On ne parle même pas des décors, bien évidemment. Voilà, c'est un jeu vidéo, vous allez me dire, mais quand même, la DA de Red Dead est folle. Pour moi, on est à des kilomètres vers l'ouest des dessins d'Ataneguchi. Attendez, les gars, faites gaffe, c'est pour un premier manga, ouais, c'est pas mal, mais on est quand même loin d'Ataneguchi. Moi, je trouve qu'on se rapproche plus. Certains vont rigoler, mais d'un trait du dessinateur de La Tête des Titans. Il y a des moments là, par exemple, quand je vois la tête du Gugus, là, franchement, regardez, pour moi, c'est La Tête des Titans. Vous voyez ? Alors, moi, je déteste pas, je suis pas comme ceux qui clashent La Tête des Titans, problème de proportion, etc. Moi, j'aime beaucoup le manga, La Tête des Titans, même au niveau du dessin. Certes, il y a des imperfections, mais pour moi, voilà, je suis de loin de le bâcher comme certains le font. Mais voilà, si on veut comparer, éviter Taniguchi, qui est un trait extrêmement réaliste, qui se rapproche d'ailleurs plus d'un Hojo, et comparez-le à un dessinateur contemporain qui avec un trait, entre guillemets, débutant, j'aime pas dire ça parce que ça paraît pédant, mais voilà, de La Tête des Titans par exemple. Donc si vous cherchez un manga western où il y a des codes, mais on est dans une certaine évolution du western, où on glisse vers la guerre de gang, moi je conseillerais Green Blood, voilà, où on est plus, effectivement, on se rapproche plus pour ceux qui ont vu le film de Gangs of New York de Scorsese. On est d'accord, mais quand même, il y a quand même ce code vestimentaire et de duel qu'il y a dans le western. Certes, le duel, comme ils le disent, c'est un côté fantasmé du western, mais ça a existé et c'est quand même ce qu'on a quelque part envie de lire. Ou je dirais même aller lire Ham Spedler. Et pourquoi Ham Spedler ? Oui, mais bon, c'est une histoire de vampire, de machin, etc. Enfin, des trucs en tout cas complètement surréalistes. Oui, mais les Japonais, ce qu'ils savent faire, c'est reprendre une mythologie, reprendre une topologie et la translater, si je puis dire, dans une autre réalité. Et ça, ils le font très très bien. Là, il n'y a rien qu'on n'ait pas déjà vu ailleurs. Pour moi, je me suis extrêmement... je trouve ce manga extrêmement ennuyeux, en fait. Comme ce que j'avais... Et c'est marrant, c'est l'image que j'avais des westerns avant d'en regarder plein. Pour moi, c'était un genre de film qui était ennuyant. Oui. Voilà, et bon, bah écoutez, voilà, j'ai trouvé ce manga. Malheureusement, parce que... Omake Books... comment il s'appelle, le directeur de l'éditorial qui est super bien, fait un super travail, très très bon en japonais, traducteur aussi, Florent Gorge, voilà, qui est directeur des sons, qui fait un super boulot avec Omake Books. J'avais vraiment envie, le personnage, j'avais vraiment envie de le lire. Au final, on a lu ça à la place parce qu'on a vu la couve, on a vu le terme, on s'est dit ouais, western génial, on va le faire. Final de déception. Baptiste. Alors, j'ai pas lu le résumé d'Omake Books, donc du coup j'y suis allé sans grandes attentes. J'ai lu ça à la fin. J'ai lu le bandeau à Old la West, fin. c'est un peu une rencontre entre Jiro Taniguchi et Red Dead Redemption. Je l'ai lu après avoir fini le manga. D'accord, bah c'est bien. Donc j'ai pas. Donc du coup j'y suis allé. J'ai quand même passé un bon moment parce que le western c'est quand même un genre que j'affectionne tout particulièrement, notamment Les Portes du Paradis de Cimino qui est un de mes tu films vas loin. préférés. Oui, d'accord, oui. Donc qui a ruiné. Qui a ruiné de cinéma, n'oublions pas. United Artists. Paix à son âme. Voilà. Ciao l'artiste. Donc du coup, j'ai quand même apprécié parce que comme je dis, le western c'est un genre qui me plaît beaucoup dans son esthétique. Pareil. Donc du coup là, on retrouve, comme tu dis, du coup du classique de chez classique. C'est plus classique que du John Ford. Voilà, c'est pas quelque chose qui va, ça révolutionne pas le western. Moi de toute façon, le seul manga qui se rapproche un peu du western que j'ai pu lire, c'était la partie 7 de Jojo's Bizarre Adventure, c'est Ball Run.
Donc là, on est quand même pareil. Tu disais les Japonais qui se réapproprient mais oui, des c'est ce qu'il faut codes. faire. Là, c'est totalement là-dedans avec ce qu'Araki a pu faire. Donc là, oui, c'est vrai que c'est classique. Après, j'ai pas passé un mauvais moment parce que ça reste. C'est peut-être un peu bateau parfois, notamment la deuxième histoire avec un mec qui explique son plan pendant 20 minutes devant le mec qui est mourant. Lui dire de toute façon, t'auras pas le cran de tirer. Spoiler, il tire. Étonnamment. Une vente en moins pour Nico. Donc du coup, ouais, il y a des trucs qui sont bateaux. L'Indien qui est amoureux de la nature, qui explique à l'homme blanc, qui chasse pas de la bonne manière. C'est Pocahontas version Brokeback Mountain. Oui, voilà, c'est ça. Il y a Pourquoi pas. une petite tension entre l'Indien et l'homme blanc. Donc du coup, Ouais, j'ai pas vu ça comme ça, mais pourquoi pas. Ouais, d'accord, ok. donc du coup, ouais, pareil, le joueur de poker qui dit finalement, je t'avais dit que je reviendrais, mais je peux pas, je suis trop, j'aime ce jeu. Voilà, il y a rien de révolutionnaire, mais je trouve pas ça raté pour autant. Faudrait pas que ce manga ait les prétentions comme Akebook je l'ai prêté en fait. C'est ça, C'est ça le je suis problème. d'accord. C'est que je comprends qu'au niveau marketing, c'est peut-être dur de vendre une œuvre en one shot un peu atypique niveau western. On n'a pas l'habitude de voir ça en manga, donc du coup, on va à fond sur la com. Ce manga remporte aussi. On compare ça avec ça. La comparaison avec Taniguchi, elle tiendrait peut-être plus du scénario. Par exemple, avec ce qu'on avait pu lire Tokyo Killers il y a quelques mois. Avec l'histoire des tueurs à gages, on suit leur vie, une petite chronique, tout ça. Pas au niveau du dessin, clairement pas. On est très loin de la finesse de Taniguchi. Donc voilà, c'est la com qui est un peu raté le coche là-dessus. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, si ça peut intéresser certains, je pense que les amoureux de western classiques pourront s'y retrouver. Mais faut pas s'attendre non plus à une révolution, c'est clairement pas ce que c'est. Et puis dans la franco-belge, je trouve des trucs bien plus intéressants. Oui, exactement. Nico, pour terminer. Alors, comment je pourrais expliquer ça ? Déjà, je pense que si tu es lecteur de BD et que tu as envie de te dire « Hey, j'ai lu un manga et finalement les mangas sont pas mal », lis ça. Voilà. Concrètement, tu es un lecteur de BD, c'est fait en partie pour toi. Par contre, si tu as envie de te lire un bon truc de western à la Taniguchi extraordinaire, lis Le Lémier de chez, de chez Saka, qui est tout simplement fantastique, extraordinaire, en 2 tomes. C'est totalement incroyable. Si tu as envie d'une ambiance ce que c'est pas sur western, mais sur le côté un peu américain, ça donne cette ambiance western avec le côté un peu cowboy, sans des cowboys, parce que ça se passe vraiment dans la forêt avec des forestiers et compagnie. C'est pour toi. Alors là, pause All West, je suis désolé, tu passes un moment sympa, ça c'est vrai. Mais moi, c'est vrai que sur le coup, quand je l'ai pris, je ne savais pas qu'il y avait plusieurs histoires. Donc je me suis dit, je vais l'ouvrir. En fait, quand je l'ai travaillé à l'époque, c'est vrai que quand on me l'avait dit, on me l'a peut-être dit, mais j'ai complètement zappé. Je pense peut-être certainement que Maropré l'a dit. Il y a des chances, vu que Steph, elle est douée là-dessus. Donc je me doute qu'elle a fait son taf et qu'elle me l'a dit. Mais je l'ai complètement zappé, ou certainement, ou je sais pas pourquoi, ou peut-être qu'on n'a pas parlé. Bref, quand je l'ai pris, je suis parti avec, pour moi, voilà, c'est un one shot à lire. Et quand j'ai vu que c'était plein de petites histoires, eh ben, j'avais ce goût de bâclé, de pas abouti, parce qu'on te met des petits morceaux de situation. Mais moi, c'est vrai qu'on m'aurait vendu un truc sur Far West, avec la découverte, avec différents personnages, avec des choses, mais j'aurais adoré. J'aime bien les films de western, j'adore ça. Il y a des trucs fantasmés, bien sûr, tous les trucs qu'on a pu voir, mais bien sûr. Mais celui-ci, la première histoire, me donnait envie. J'avais l'impression que par la suite, on allait voir ce gamin grandir avec ce qui allait se passer plus tard, avec justement des gangsters, des trucs, des joueurs de poker et tout ça. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant qu'on allait pouvoir aller voir. Et là, sur le coup, je me suis dit, ouais, bon, ouais. Après, quand je l'ai fini, j'ai tourné la page, je fais, ok. On a, ouais, donc non, Red Dead Redemption, je le cherche encore, et Taniguchi, pas vraiment. On s'approcherait beaucoup, on a un style de l'auteur de Lovecraft qu'il a fait avec ses recueils. Bah, moi, ouais, on me redit ça, je redis, ouais, graphiquement, c'est très proche de ça, c'est beau, c'est bien. Je dis pas que c'est moche, hein. Mais c'est clair que ça s'approche plus de Lovecraft de chez Kyun que le reste. Et en termes d'histoire, de profondeur, tu veux un truc, ouais, voilà. À un moment, il y a une histoire où le joueur de poker, il a sa bête noire qui sort, son démon du jeu qui est là. Donc, tu vois le truc, tu dis, ouais, bon, bah, non, c'est pas du tout ce que je lis, je dis, ouais. Et là, quand j'ai lu, effectivement, le résumé là, après,
parce que j'ai regardé un peu chercher dessus. J'ai dit c'est une blague, c'est ça que tiens. En plus déjà, heureusement, ils l'ont pas collé derrière le livre. Derrière le livre, il y a 0 mot. Il y a que dalle, il y a pas de résumé, il y a que dalle. Tu vois un truc sur le western, on dit tiens, c'est un western, lis. Donc tu le lis. Mais là voilà, je suis désolé, mais encore une fois, je joue avec des prix pour dire hey, meilleur prix démarrage, vas-y, prends. Alors, je le redis, je le dis, je continuerai à le dire, je le crierai sur tous les toits. C'est pas parce que ça fait un succès ou que ça marche bien sur certains trucs au Japon que ça va marcher chez nous et qu'il faut en jouer. Vous voyez, par exemple, Gintama, c'est l'un des plus grands trucs, c'est le truc qui amène la lecture du Shonen Jump dès le départ et compagnie, mais c'est un four, ça se vend pas du tout en France. Je pourrais vous en citer tellement des trucs qui sont extraordinaires au Japon, qui marchent à fond, mais que chez nous, ça ne marche pas. Et ben voilà, arrêtez de nous vendre des premiers prix de machin, de billets, de trucs mûches, ça ne sert à rien. Ça n'apporte rien. C'est pas parce que c'est une première. Et surtout face à qui, face à quoi, dans quel truc. Moi, je vois le premier manga, c'est quoi ? C'est Turbu les Bains au Japon qui a fait un concours avec des élèves et une personne anonyme qui a s'amené et que tout le monde dit ouais, c'est génial, il a reçu le premier prix et donc il a sorti son bouquin, c'est le premier prix. Non, on sait pas dans quelles conditions, qui, quoi, comment, quoi, qu'est-ce et quel prix, quel est le nom du prix. On n'en sait rien. Donc arrêtez avec les prix, ça ne sert à rien. Mais en tout cas, oui, dites que c'est un bon manga solo western qui vous fait découvrir des petites choses, qui vous fait un peu voyager, mais nous dire à la Taniguchi ou Red Dead, t'as l'impression qu'ils veulent taper dans tout, ils veulent taper aussi bien dans le petit jeune geek qui joue à la console que à son père qui est Taniguchi, ils disent il y en a bien un des deux qui va aimer. Donc non, je suis désolé, c'est faire le grand écart pour essayer de me toucher un maximum de personnes, je trouve ça, non, c'est dommage. Et pourtant c'est dommage parce que Omake sort des trucs assez sympas et je suis assez fan de ce que fait Omake. Je les vends depuis le début dans mon magasin et je les pousse. Donc oui, mais ça, sur le coup, après l'avoir terminé, j'avais ce goût de saveur inachevée. C'est pas autant qu'un Urusei Yatsura, parce que Urusei Yatsura, c'était une déception. Mais alors là, c'est vraiment un goût de pas abouti. Et je trouve ça dommage parce qu'il y avait le limier, il y a plein de trucs, il y a, comme tu dis, il y a Greenblatt, etc. Il y a plein de trucs. Ça c'était sympa, on va te sortir de tout, on va te sortir aussi bien Dr Quin, on va te sortir du Danse avec les loups, on va te sortir plein de trucs à l'intérieur, mais version... oh là là, encore... moi j'ai envie de dire, c'est limite cliché. Le joueur, j'ai Maverick, on a le truc avec les Indiens, j'ai Danse avec les loups, j'ai le truc avec le père, tous les films qui sont sortis, c'est que des clichés. Donc c'est pour ça que sur le coup, non, j'étais pas pris. La première histoire, c'était vraiment celle qui m'a plu le plus. Et on m'aurait tenu avec ça, avec cette épopée sauvage où on va découvrir des trucs, on part à travers une grande balade à travers le Far West. Mais punaise, mais ouais, ça j'aurais kiffé, j'aurais vraiment aimé partir avec lui sur son cheval. Comme quand je joue à Red Dead, limite, tu vas plus prendre ton temps à aller chasser pour qu'aller dans les trucs. Tu prends plus de temps à ça. Et c'est génial. Et là, et des rencontres qu'on aurait pu faire, des bandits, de tout, de l'armée. On aurait pu voir tout ce qui était par rapport au premier chemin de fer, avec tout ça. Mais on aurait pu avoir tellement de trucs. Et ben je me suis dit, ouais, bon, sympa, mais voilà. Donc j'ai passé un moment sympathique, mais ça m'a pas transcendé. Et non, je préfère effectivement Taniguchi ou jouer à Red Dead. Donc sur le coup, un mélange des deux. Ou bien c'est le fils désavoué de ses auteurs, mais très sincèrement, je retrouve pas du tout ni l'un ni l'autre dedans. Et c'est ça qui est un peu dommage. Bon bah écoutez, on se réunit encore une fois, disons c'est le podcast de l'entente cordiale, dis donc. La triple entente. C'est normal, il n'y a pas notre auditeur de Kino qui est avec nous. Oui, Kino, tu nous manques, reviens-nous vite, s'il te plaît. Voilà, donc c'était Old West, c'est un premier manga de Chaiki Maeda, Seinen One Shot chez Omake Books. Et c'est ainsi que nous avons terminé nos débats du mois. Et comme je le dis comme j'ai dit en début de podcast aussi, vous pouvez nous retrouver en vidéo maintenant pour nos instants pilules, donc lecture en cours et Totally Crazy, en vidéo sur notre IGTV. Et c'est ainsi que le rideau du Haruka Full Manga Café se referme, en espérant vous retrouver la semaine prochaine sur Instagram, YouTube et pour plus de manga, de Manoa Global Manga, mais cette fois en vidéo comme je vous l'ai dit. Si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de nous écouter et à vous abonner bien sûr sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Spotify, Magellan, YouTube, ce que vous voulez. N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos critiques et recommandations sur le Facebook de Harukia ou le Twitter aussi, mais surtout via le mail harukiacafé@gmail.com. Et pour terminer, les remerciements, Kensington Café, 12 rue de la Faïencerie à Nancy, Atout Manga, 8 cours des Arts à Nancy aussi, et Ocho Production pour la mise à disposition technique, www.ochoprod.com. Alors, je voulais vous dire un petit truc.
Quand Stan vient pour me demander pour faire des vidéos, pour présenter des trucs, je ne sais jamais vraiment quoi présenter, est-ce que je présenterai le magasin entier. Donc si vous-même, vous avez envie que je fasse un peu de propagande de certains mangas que vous avez envie, dites-les moi et je les présenterai sous ces petites vidéos pour pouvoir justement faire un peu de promo et surtout en parler en bien ou en mal bien sûr. Ça me ferait autant plaisir d'être un peu hitter de temps en temps. On commence par les bouquins que Yves France, qui avait un de nos gagnants d'ailleurs, t'a proposé, n'est-ce pas Nico? Ouais, et d'ailleurs, il faut que je récupère la liste, que je me rappelle même plus où elle est, et il faudra que je fasse. Donc Yves, je pense bien à toi. Ok, allez les amis, on vous dit au mois prochain. Au mois prochain. Au mois prochain. Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peuvent-elles venir ?